C'est vrai que c'est marqué dans la Torah, Veshinantam levanecha. Tu enseigneras à tes enfants cette notion où la transmission, elle passe et qu'on doit s'occuper. Aussi marqué aussi, Velimatem et Benechem, vous étudierez, vous les étudierez avec vos enfants. Il y a cette logique comme ça de transmission. Maintenant, elle est liée au fait aussi, et c'est impossible de la séparer, à la notion d'éducation. Maintenant, c'est très intéressant que quand on cherche dans la Torah les notions d'éducation des enfants, il n'y en a pratiquement pas. D'accord? La Torah, elle parle du chinuch ha-mitzvot, c'est-à-dire l'obligation pour un père d'enseigner les mitzvot à ses enfants, mais on ne parle pas de l'éducation classique, d'accord, qui nous intéresse à nous, c'est-à-dire comment on construit l'enfant, comment est-ce qu'on l'accompagne dans son parcours, comment on lui travaille ses midotes, on lui apprend à appréhender la vie. Ça, on n'en parle pas. Il y a quelques éléments comme ça, par exemple, Chanoch Hanar al Pidarko, il faut éduquer l'enfant selon son chemin, et c'est ça un peu la difficulté. C'est un peu pour ça qu'il n'y a pas de Shulchan Aruch de l'éducation, parce qu'en fait, chaque enfant, il est différent. Ouais. Maintenant, on sait que l'enfant, il a une particularité, c'est qu'il est produit par la semence. D'accord? Et que la semence, c'est la semence des parents. Sauf si on a un voisin très entreprenant. Et donc, puisque la semence, c'est l'essence de la personne, c'est l'ADN de la personne, parce qu'on dit que Ikar Azera Mahashava, le principal constituant de la semence, c'est de la pensée. Et que la pensée dont on parle là-bas dans la Torah, c'est pas la pensée intellectuelle. Par exemple, là, je suis en train de vous parler, vous pensez à ce que je dis. Maintenant, le fait que vous pensez à ce que je dis, c'est juste une activité cérébrale qui est en train de se développer dans votre cerveau. Mais on ne parle pas de ça. On parle de la pensée en tant que l'intime conviction acquise par l'expérience qui forme l'ADN de ma personnalité. Voilà, c'est ça la pensée. D'accord? Parce que le mot mahashava, qui veut dire penser, il vient du verbe larchov, qui veut dire penser, mais il vient aussi du mot chashuv, qui veut dire important. Maintenant, tout le monde sait qu'il y a une différence entre ce que tu penses et ce que tu penses. C'est-à-dire ce à quoi tu penses et ce que tu penses. D'accord? Par exemple, quelqu'un, je lui dis, tu aimes ta femme? Oui, bien sûr. Mais tu le penses vraiment? Ah bah, oui. Alors pourquoi tu la frappes? Bon, déjà, il est gêné que je le sache, pas qu'il le fasse, mais que je le sache, d'accord? Et en plus de ça, bon, sa femme va mourir ce soir, c'est sûr, quand il va rentrer à la maison. Et à part ça, aussi, ça veut dire que lui, il était convaincu qu'il l'aimait, mais en vérité, peut-être que, et il le pensait, mais peut-être qu'il ne pense pas ce qu'il pense. Vous me suivez ou non? Comme le gars, il se pense honnête, parce qu'il sait que c'est écrit dans la Torah qu'il ne faut pas voler, lui-même, au niveau de sa pensée civile, il pense qu'il ne faut pas voler, mais quand il arrive la tentation du délai d'initié, paf, il pète un câble, 183 000 euros en un aller-retour sur une action, le gars, franchement, c'est haram, c'est du gaspillage. Bon, 6 ans de prison, procédure, dépression, est-ce que ça valait le coup? Bon, en tout cas, il pensait qu'il était honnête. Vous me suivez ou non? Mais en fait, il n'était pas honnête. Ça veut dire que l'honnêteté n'avait pas atteint la pensée profonde. Et ça, c'est très très important dans la Torah. Parce qu'en fait, on est ce qu'on pense. Mais pas ce qu'on croit penser, pas ce que les gens pensent qu'on pense, pas ce qu'on donne à penser, pas ce qu'on souhaiterait penser, pas ce qu'on voudrait penser, ce qu'on pense. Maintenant, le problème, c'est qu'on met des années à penser ce qu'on pense. Parce que la linéarité existentielle, si on la prend à l'envers, c'est qu'on on fait ce qu'on dit, c'est bien, ça s'appelle l'honnêteté. On dit ce qu'on pense, c'est bien, ça s'appelle l'honnêteté intellectuelle, la cohérence. Et après, on pense qu'on pense. Vous me suivez ou... Voilà. Mais ça met des années de penser ce qu'on pense. Parce que pour que tu penses ce que tu penses, il faut que tu pratiques tellement ce que tu penses que ta pensée, qui était au départ une connaissance, elle devient une pensée, et ensuite elle devient une intime conviction, et après elle devient une nature. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que tu dis j'aime ma femme, j'aime mon mari. Mais c'est pas une idée. Ouais. C'est même pas un sentiment. C'est dans ton ventre. Tu peux pas. Tu sais qu'elle est pas bien, tu es malade. Pourquoi? Parce que si toi, tu étais malade, ça te ferait mal au ventre. Donc quand elle est malade, toi, tu as mal au ventre. Ça s'appelle la solidarité. Solidarité, ça veut dire qu'on fait un. Maintenant, un, en hébreu, c'est echad.
Et Echad, c'est la même valeur numérique que euh, Ahava, qui est l'amour. Donc en vérité, l'amour, c'est de faire un. Maintenant, le problème, c'est qu'au départ, on est deux. Je ne sais pas si vous êtes au courant. On est deux. On est deux personnes. On est de sexes différents. Baruch Hashem, ouais. On vient de deux familles. On a deux cultures. On a deux approches. On a deux sensibilités. Après, ça peut entraîner des grosses différences. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des différends. D'accord? Et des contrariétés, parce qu'on est aussi souvent le contraire. Et puis aussi tout le travail du shalom. Et puis le Yetzer Hara. Et puis, donc, en vérité, on met des années à faire un. Bien qu'on s'aime. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. J'ai dit, mais je l'adore, je l'adore. Je vais la quitter parce qu'elle me rend fou. Mais je l'adore. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'en vérité, aimer dans la Torah, c'est pas éprouver une certaine sensation qui se vend très bien dans les séries télévisées. Non. Aimer, c'est faire un. D'accord? Maintenant, c'est vrai qu'une des conséquences du fait de faire un, c'est une vibration commune qu'on appelle l'amour. Alors vous allez me dire, ben, alors, bonnet blanc, blanc bonnet, la poule, l'œuf, la cause, la conséquence, la cause, c'est pareil. Non, 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 non. Moi j'ai l'air de parler comme ça légèrement, mais tout ce que je dis c'est très précis. Il y a une chronologie des priorités essentielles. Que d'abord tu fais un, et après tu aimes. Vous me suivez ou non? Parce que si tu aimes avant de faire un, c'est parce que tu aimes pas l'autre, tu t'aimes toi. Bah oui, parce que comment tu peux faire un avec quelqu'un que tu connais pas, que tu pratiques pas, que tu sublimes pas? Tu peux pas faire un. Donc si tu fais pas un avec l'autre, tu fais un avec toi. Tu dis oui, mais je l'aime. Non, c'est parce que l'autre, il te dit qu'il t'aime. D'accord? Et comme la personne que tu aimes le plus au monde, c'est toi, donc quand l'autre, il te dit je t'aime, donc il t'a conforté dans l'idée que tu as t'aimer. Donc en fait, tu t'aimes à travers le discours de l'autre. Donc en fait, il faudrait dire je m'aime en la présence de quelqu'un qui s'aime. Mais il n'y a pas écrit ça. Même l'autre, il avait compris il y a 2000 ans. C'est aimons-nous les uns les autres. Alors que les trois quarts des gens, c'est aimons-nous les uns à côté des autres. Si vous allez dire, bon, ça change rien, grâce à Dieu, il y a beaucoup d'amour dans la maison. Non, 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 non. Ça s'appelle de la coexistence et ça s'appelle de la cohabitation. Ça s'appelle de l'intimité partagée et ça s'appelle de la masturbation en communauté. Ben oui, parce que là, j'utilise ton corps pour me faire plaisir, toi, tu utilises le mien pour te faire plaisir, mais on n'a rien en commun. Vous allez dire, Chazvé Shalom, Simsilenu, tout. Mais je ne comprends pas, vous êtes jeune, vous n'êtes pas trop religieux, vous devez être ouvert d'esprit, non? Donc c'est pas grave si vous comprenez ce que je dis. Voilà, au lieu de dire, ah, Chazvé Shalom, l'idée c'est ça. L'idée c'est qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur de la vérité. Mais dans la vérité, c'est émet en hébreu. Et dans émet, il y a met. Dans émet, il y a met. Ouais, ça veut dire qu'il faut être prêt à mourir. Alors évidemment, on ne parle pas du type de mort qui permet à certains d'acquérir un accueil avec 72 hôtesses. Non, c'est autre chose. C'est la mort du négatif qui est en toi. C'est pour ça que la Gemara dit Arotselichiot yamut. Ouais, celui qui veut vivre, être vivant, il doit mourir. Traduction, il faut que tu tues tout ce qui est mauvais en toi pour que le bon qui est en toi apparaisse. Et le couple, c'est pareil. Moi, je le dis, hein. Vous le prenez comme vous voulez, on ne se connaît pas tous, on n'est pas de la famille, mais je vous dis ce que je dis depuis 30 ans. Pour créer un amour commun, il faut tuer deux amours propres. Tuer. Les gens disent, non, écoute, on va garder, en fin de compte, nos intérêts personnels, nos individualités, nos comptes séparés, c'est normal. On ne dort pas dans la même chambre, tu ronfles, ta famille, je ne la supporte pas, donc on va essayer de l'éviter. Plus tous les sujets tabous, c'est-à-dire tous. Mais à part ça, on est bien. Hein, on fait des bébés, on achète des maisons. Oui, mais il manque le principal. Il manque l'amour commun. Or, l'amour commun, c'est communion. Communion, c'est comme union. Union, c'est un, c'est Ahava. Donc, la définition de la Torah, de l'amour, c'est l'union. C'est pour ça, d'ailleurs, que comme dans chaque mitzvah, il y a un Yetzer Hara, quand vous n'avez pas l'occasion de faire 15 ans d'études à la yeshiva, pour savoir exactement quelle est la mitzvah de chaque mitzvah, vous regardez le Yetzer Hara de la mitzvah. Vous me suivez ou non? Parce que là où le Yetzer Hara t'empêche d'aller, c'est là la mitzvah. Par exemple, dans la prière, le Yetzer Hara, c'est de se déconcentrer.
Ouais, je parle même pas des gens qui font même pas la prière. Bon, eux, ils sont même pas dans le club. Mais la mitzvah dans la prière, c'est de se concentrer. D'accord? Donc les tzara, c'est de se déconcentrer. Pour la mida, ouais, les 19 bénédictions, la tête, elle part. Dès que tu commences, même si c'est un gars concentré, même si tu es un professeur d'hypnose, tu arrives à la prière, pouf, la tête, elle part. Pourquoi? Parce que comme la mitzvah, c'est de se concentrer, donc le Yetzirah, c'est de se déconcentrer. Donc tu peux connaître la mitzvah principale de la Hamida, qui est la concentration, grâce au fait que tu te déconcentres. Vous me suivez ou non? La mitzvah du Kriyat Shema, par exemple, c'est de lire chaque mot. D'accord? Le Yetzirah, c'est de lire vite et de sauter des mots. C'est comme tu le connais depuis que tu es petit. D'accord? Donc tu sautes des mots. Parce que la mitzvah, c'est de lire doucement, donc le Yetzirah, c'est de lire vite. Ben, le couple, la mitzvah, c'est de faire un. Donc le Yetzirah, c'est de faire deux. C'est très simple, c'est d'une simplicité abominable. Donc deux dans la tête, on ne se comprend pas. Deux dans la vie, bah écoute, on ne supporte pas. C'est très intéressant. Tu as 33 millions d'amis sur YouTube, l'autre il a 44 millions d'amis sur TikTok, et les deux ils peuvent pas se voir. Pourtant ils ne sont pas atteints de cécité. Tous les deux super sociables, mais les deux ensemble, non. Non, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qu'il veut. Elle parle une autre langue, il tombe d'une planète. Je vois des incohérences, je ne supporte pas, ça il me saoule, elle m'ennuie. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est intéressant. Ouais. Moi, je ne sais pas votre expérience, je suis à peu près à 35 000 couples. Les gens, ils font des enfants ensemble et ils ne se parlent pas. Moi, je ne dis pas tous obligés d'être religieux, mais c'est assourd d'être bête. Assourd d'être mal. Interdit. Il y a d'autres religions, c'est mitzvah, mais chez nous, c'est interdit. Donc, une des facettes de l'ahmarout, c'est l'incohérence. Donc, tu ne peux pas être cool avec le monde entier et dur avec la personne que tu es censé aimer. Tu ne peux pas être la psychologue de ton quartier et ne rien comprendre à ton mari. C'est bizarre. Vous voyez ce que je veux dire ou non? Sans la religion, déjà, il y a un truc qui cloche là. C'est quand même bizarre, non? Moi, je connais des gens qui sont prêts à mourir l'un pour l'autre. Tu leur dis, voilà, il ne reste plus qu'un seul cœur qui est compatible dans le monde et ton mari va mourir. C'est le tien. Est-ce que tu es prête à le donner? Elle dit oui. C'est normal. Ouais. Et toi, pareil? Oui. Alors, comment des gens qui sont prêts à mourir l'un pour l'autre, ils n'arrivent pas à vivre ensemble? Moi, je dis, c'est pas de la psychologie, ça. C'est de la zoologie. Parce que on a le bien en nous, on a le mal en nous. D'accord? Nous, on l'appelle Yetzirah, Yetzirah Tov. Bon, les goyim, ils l'appellent la névrose et le bonheur. D'accord? Freud, il appelle la zone d'ombre. Nous, on appelle le Satan. Les mots, c'est pas grave. Moi, j'ai plein de psychologues goy qui m'appellent pour des protocoles de thérapie pour pathologies lourdes. Ils ne sont pas juifs. Mais on n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que les gens intelligents, ils se comprennent. Les vrais, ils ne se comprennent pas. C'est comme ça. Surtout s'il s'appelle Jacques. C'est un phénomène. Restez concentrés. Ne me quittez pas. Oui. Et bien, c'est intéressant de voir qu'en fin de compte, on est tous pareils. On a tous un Yetzirah, Yetzirah Tov. On a tous de la bonne volonté et de la mauvaise volonté. On a tous de la maturité et de l'immaturité. Maintenant, si on n'a pas créé un adulte en nous qui va s'occuper du gamin et de la gamine, on va se conduire comme des gamins. Et ça n'a rien à voir. Tu pouvais être major promotion HEC ou alors le dernier de ton BEP à l'ORT. Ça ne change rien. Ce n'est pas une question intellectuelle. Ça n'a rien à voir. C'est un niveau de maturité. C'est le rapport que tu entretiens avec la réalité. Et pour ça, il faut développer un adulte. Donc en fait, si tu n'as pas créé, développé, musclé l'adulte qui est en toi, ouais, et ben c'est le gamin qui va parler. Et le plus rigolo, c'est que toi-même, dans un choc comme ça, un flash de maturité, tu vas dire, mais attends, je me suis vraiment conduit comme un gamin. On s'est pris la tête pour des lourdeurs. Ouais. J'étais psychorigide, mais attends, c'est pas possible. Bon, c'est vrai que toute sa famille est dans le travail du cuir, ce qu'on appelle la maroquinerie. Le cuir dur, très dur. Oui, c'est une région du monde où tout le monde est pilote. Et c'est connu dans les avions, il n'y a pas de marche arrière. Il n'y a pas. Il n'y a pas de remise en cause. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Jamais mon père ne s'est remis en cause. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. C'est factuel. D'accord? Donc l'idée, c'est quoi? C'est que
encore une fois, si j'ai fabriqué l'adulte qui est en moi, en fait, c'est le raisonnable, ouais, qui va s'occuper du brel. Mais si je ne l'ai pas créé, celui-là, vous me suivez ou non? J'ai pas de recul. Je suis dans l'impulsif, je suis dans le nerveux, je suis dans le susceptible, je suis dans la lourdeur, je suis dans la psychorigidité, ouais. Je suis dans la prise de tête, je suis dans la polémique, je suis dans les calculs, je suis dans la manipulation, je suis dans la perversité. Mais je suis qui, moi? C'est pour ça que je vous dis que c'est de la zoologie. C'est que mon moi, il est entièrement assimilé, identifié au mal que j'ai en moi. Comment on dit moi en hébreu? Ani. C'est animal. Animal. Ça va? C'est pour ça que c'est de la zoologie. Et même en français, c'est pareil. Hein. Quand quelqu'un il est pas bien, quand il a fait une grosse bêtise, tu dis, mais enfin, David, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis mal. Là, je suis très mal. Je suis très, très mal. Je suis très, très, très mal. Alors, 3 fois très. Très, ça veut dire, j'ai trompé ma femme. Très, très, elle a trouvé un texto. Très, 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 elle l'a dit à mes parents. Mais en vérité, au fond, t'es juste un CON. Au fond. Tu as cherché, rachat, mais t'es un CON. T'as une femme magnifique, t'as une famille, t'as un équilibre, t'as des enfants, d'accord? T'as la parnassa, t'as la bracha. Bon, la kippa, tu l'as oublié, mais tu crois en Dieu, oui. Et t'as été faire ça avec la secrétaire. Comme un brel sur le bureau, avec la peur que le client y rentre. Mais c'est quoi l'intérêt? Je sais pas ce qui m'a pris, c'était une pulsion. Et évidemment, c'est une pulsion. Donc le gamin, il voit le carambar, tac. Il sait même pas ce qu'il lui a pris. C'est normal, il a 6 ans. Mais toi, t'en as 36, baba. Où il est l'adulte qui dit hey, t'es fou, t'es père de famille, tu fais le dafayomi. Ok, elle a des qualités morales incroyables, mais naturelles en plus. Mais c'est pas à toi de faire ça. Tu es fou, ta femme est disponible. Pourquoi elle t'a dit non une fois? Non, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai pas réfléchi. C'est une crise comme ça. J'ai plus d'esprit, j'avais rien, j'ai tout oublié, j'ai tout. Tu vois où il était l'adulte à ce moment-là? Donc en fait, ce qu'on appelle un rachat, c'est un gars qui parle la maîtrise de lui. Ce que vous appelez un CON. Ben oui, parce que CON, pour ceux qui ne connaissent pas bien la définition, c'est pas genre imbécile, idiot, blablabla. Non, on ne parle pas des animaux. Non, le CON, c'est le contraire d'intelligent. Intelligent en philosophie, c'est la capacité d'adaptation. Mais qui c'est qui s'adapte? C'est pas l'enfant, c'est l'adulte. Donc s'il n'y a pas d'adulte en toi, il n'y a pas d'adaptation. Du coup, dès qu'il y a un piège, tu plonges. Hop. Dès que quelqu'un qui t'énerve, paf. Quelqu'un qui te fait une remarque, hop, tu te vexes. Quelqu'un qui te fait une queue de poisson, tu veux qu'il meure. Eh oh, 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 où il est l'adulte? On te propose une embrouille, ah, tout de suite. Il y a déjà eu Madoff, mais qu'est-ce que tu cherches encore? Oui, mais tu comprends. Hein. J'ai connu un gars qui avait bien réussi. Hein. Il a vendu sa boîte 5 milliards. Et après, il s'est fait attraper pour un petit délit d'initié à 18 000 $. Il lui a dit, mais je comprends pas. Qu'est-ce qui t'a pris? Il dit, je sais pas, c'est khalam. Il a vu le petit truc, il l'a vu, il a fait un petit aller-retour. Il a pris 18 000 $. Le fils qui l'ont attrapé, sur quoi ils l'ont attrapé? Pas sur les 5 milliards. Heck. Vous avez compris ou non? Même le juge, il lui a dit, mais enfin monsieur, vous veniez d'empocher 5 milliards. Il a dit, tu vois l'argent passer, c'est du gaspillage. C'est pas du gaspillage, c'est un PAC. C'est un piège à... Comprenez ou non? C'est comme le poisson, il est détendu, il voit un verre. Qu'est-ce qu'il fait là, ce verre? Entre deux eaux. Bah oui, parce que le verre, s'il est vivant, il flotte. S'il est mort, il est au fond. Qu'est-ce qu'il fait au milieu? Il ne sait pas. Alors chez nous, ça s'appelle une épreuve. Maintenant, le ver de terre, je vous rappelle, est la nourriture préférée du poisson. Ça va? Donc le pêcheur, il sait que pour te faire pêcher, il va t'envoyer ce que tu as besoin. Maintenant, la force, c'est que nous, en tant que pêcheurs, on n'est pas capable de créer l'appétit chez le poisson.
on compte sur son instinct. Mais le Yetzer Hara, lui, il est encore plus fort. C'est qu'avant de t'envoyer ce qui te manque, il te crée le manque. Vous me suivez ou non? Donc il te met la femme, une jeune femme, pendant 3 semaines, elle fait la gueule. Et après, il t'envoie la secrétaire super sympathique. Il te fait ton mari qui te fait aucun compliment, il comprend pas pourquoi, puisqu'il drague toutes les clientes, il aurait pu draguer sa femme. Et après, il t'envoie un collègue de bureau qui te fait des louanges toute la journée. Magnifique, vous échangez la coupe, vous avez un peu maigri, on se teint, ça vous va bien. Oh là là, mais attends, vous avez jamais envisagé le maïkina? Oh, Frécha, c'est joli, Frécha. C'est quelle origine japonaise? Et toi, t'en peux plus. Tu rentres à la maison, tu te retrouves avec une pierre tombale, sigil à joie. Monsieur, il est contrarié parce que t'as pas dit Shabbat Shalom à sa mère, qu'elle crève et qu'elle s'étouffe. Non, c'est une image, hein, c'est pas une bracha. D'accord. Bon, alors, et l'autre, il est super gentil. Donc, c'est quoi la force du Yetzer Hara? C'est que, avant de t'envoyer exactement ce qui te manque, il te crée d'abord le manque. Vous me suivez ou non? C'est comme si toi, tu as créé un moule. Tu as fait un objet, tu ouvres le moule, tu sors l'objet. D'accord? Et après, tu le remets dans le moule et tu dis, pas, ça tombe pile. Attends, mais c'est trop, c'est trop. J'avais un moule d'un côté, un objet de l'autre, je l'ai remis dedans, c'est pile. C'est Mina Shamaïm. Mais GH2, ça veut dire jeune Khmar au carré. Le Yetzer Hara, dans le langage des Chachamim, il s'appelle Chasser, il s'appelle le manque. Donc lui, il crée tes manques. Après qu'il crée tes manques, il crée quoi combler les manques, mais pas en cachère. Vous me suivez ou non? Donc quand les gens ils m'appellent, ils me disent écoute, Rabbi Chetrik, je sais ce que vous allez me dire, vous êtes rabbin, je sais que c'est assourd, je sais qu'elle est mariée, je sais qu'elle a 4 enfants, je sais qu'elle est religieuse, je sais que ça se fait pas, je sais que c'est honteux, je sais que je vais détruire ma vie, mais qu'est-ce que je peux faire? Elle est exactement ce que je veux, je pense à elle, elle m'appelle, je vais me balader en Normandie, je la croise, le train il a le même prénom que sa sœur, je sais pas, la nuit je pense à elle, quand je suis pas motivé avec ma femme, je l'imagine, enfin c'est Mina Shamaïm. J'entends ça, moi je dis, mais attends, le mec il a un cerveau. Quel orifice il a utilisé pour faire ce bruit? J'ai du mal. De l'autre côté, j'ai de la peine. Parce que pour arriver à un tel niveau de manipulation par son Yetzer Hara, c'est que vraiment ton moi, il est inexistant. Encore une fois, nous on appelle Yetzer Hara, on est gentil. Donc on a des pulsions, on a des envies, on a de l'immaturité, on a de l'égoïsme, on a de l'orgueil. Mais nous on appelle rachat, mais l'égoïsme il appelle schizophrène. Bah oui, parce que quand tu as un truc en toi qui te fait faire des trucs que tu n'arrives pas à maîtriser et que tu ne comprends pas, c'est que tu es habité. Donc nous on dit fais du moussard, eux ils disent faut consulter. Il faut prendre des bêta-bloquants. Ah ben là vous avez un dédoublement de la personnalité, hein, monsieur. Peut-être même bipolaire. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça que quand les gens disent ah, les religieux vous exagérez. La vérité, je préfère mes maladies à moi. Parce qu'elles se soignent. Donc l'idée c'est ça. C'est qu'en tant qu'individu, on est tous dans un parcours évolutif. Moi par exemple j'ai 62 ans, Baruch Hashem, et je réfléchis depuis à peu près 55 ans. En plus que j'ai étudié beaucoup, j'ai beaucoup réfléchi. Après j'ai beaucoup étudié. Après j'ai continué à réfléchir en étudiant. Après j'ai enseigné. Et je continue à enseigner. Et en plus mes cours sont très très bons. Et en plus j'assiste à tous mes cours. Traduction. Que je refais le cours. À chaque fois que je refais le cours, c'est que je réfléchis la notion. Je réintègre la notion. Je redeviens la notion. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait? On met des années à apprendre ce qu'on ne sait pas. Après, on met des années à comprendre ce qu'on sait. Après, on met des années à intégrer ce qu'on a compris. Et après, on met des années à devenir ce qu'on a intégré. Bon, dans la Torah, ça s'appelle l'ilmod ou le lamed, l'ishmor vela asot. C'est la même chose. D'accord? Donc, ça me fait rigoler les gens qui ne savent même pas. Vous comprenez ou non?
Après, il y a les plus vicieux, c'est ceux qui croient qu'ils savent. C'est des gens que toute leur vie, tu leur dis, tu sais, ta femme, ah ouais, je sais, tu sais que c'est absurde. Mais attends, je sais, ça va, attends, j'étais à Maïmo, c'est bon. Ouais. C'est comme si c'était une yeshiva, tu vois. Ouais. Après, l'autre, il dit, bon, mais ta femme, elle est pas bien. Mais attends, je sais, mais attends, c'est ma femme, tu vas pas me. Bon, tu sais, ton fils, il a besoin de beaucoup d'argent de poche, il reste des heures dans les toilettes, quand il sort, ça sent la tige de cerise, il a les yeux vaporeux. Tu devrais poser des questions. Oh, peut-être qu'il a beaucoup d'imagination. Ouais. Maintenant, c'est quoi le pire ou le comble de ces gens-là que toute leur vie, à chaque fois qu'on a voulu les prévenir, ils ont dit je sais. C'est quoi le pire? C'est qu'un jour, ils vont dire si j'avais su. Réfléchissez au niveau psychiatrique, c'est très intéressant. C'est qu'à chaque fois que toi, tu as voulu ramener la lumière chez la personne, elle s'est cachée derrière je sais. Je sais, c'est quoi? C'est j'ai pas besoin de réfléchir. La situation, elle est comme elle est, et ça changera jamais. Ouais. Mais je me cache sous la dénomination culture. Je sais. D'accord? Mais je vous donne un secret. Si vous voulez gagner du temps, ouais, c'est une base de la Torah. La connaissance ne sert à rien tant que tu ne vis pas en fonction de ce que tu sais. C'est où tu connais l'honnêteté mais tu es malhonnête, ça vaut zéro. Tu sais ce qu'il faut faire pour qu'une femme soit heureuse mais tu ne le fais pas, ça vaut zéro. Tu sais que ces paroles-là, ils vont traumatiser l'enfant, mais tu n'arrives pas à les mettre en application parce que lui, il est spécial et il t'énerve, il a toute la génétique de la belle famille, ouais. Donc ton savoir ne sert à rien. Donc dans la Torah, le savoir, il doit être vécu. Tant que le savoir n'est pas vécu, ça ne s'appelle pas du savoir. Mais dans la rue, non. Dans la rue, tu sais, tu es. Ils confondent le verbe savoir et le verbe être. Vous savez, je sais, je suis. Non, 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 non. Parce que pour savoir, ça prend des secondes. Mais pour devenir, ça prend des années. Donc si toi, tu crois que tu es devenu parce que tu as acquis la connaissance, parce que tu as lu un livre de psycho, tu crois que tu es équilibré, parce que tu as compris que tu as un problème de nervosité et donc tu es plus nerveux. Non. Savoir la gravité de la colère, ça prend un cours de Benchetrit. Mais devenir calme, ça prend des années. Moi, par exemple, j'étais un vrai nerveux intérieur. Un vrai, ça se voit pas, bon, mais j'étais un vrai coléreux intérieur. En travail personnel, ça m'a pris 10 ans. Vous allez dire, bon, peut-être qu'il est vraiment lent d'esprit. Le problème, c'est que pour préparer une conférence, je mets 14 secondes pour convertir un curé au judaïsme. Je mets 20 minutes. À 17 ans, j'ai dicté des dissertes de philo à des élèves d'Hippocane, au téléphone. Donc, j'étais pas spécialement CON. Mais, pour gérer la colère, ça m'a pris 10 ans. Donc, tu vois que se travailler, c'est beaucoup plus long que d'apprendre. Donc, si déjà tu es dans le piège de croire que parce que tu sais, tu es, le combat, il est terminé. Et bah, ça s'écrit pas avec un N. Dans combat, c'est pas grave. C'est comme convaincu, concerné, contribuable. Faut trouver le facteur commun. C'est ça l'idée. L'idée, c'est de dire que j'ai un combat personnel à mener qui est de devenir quelqu'un d'entier. Maintenant, tout ce que je n'ai pas travaillé pour être entier, je vais être manquant. Et comment je connais mes manques? C'est très simple, j'ai qu'à regarder mes épreuves, puisque mes épreuves ne sont que la projection de ce que je suis. Donc si tu as une épreuve sur la cache-route, c'est que tu as un problème avec la cache-route. Si à chaque fois que tu tournes la tête, tu tournes sur un décolleté, tu as un problème avec le décolleté. Si on vient chez toi te proposer que des embrouilles, c'est que tu les attires. Parce que ce qui se ressemble, ça semble. Comme tu veux ou non. Si la cliente, elle te fait un grand sourire et qu'elle écoute France Info toute la journée, il faut que tu fasses une grande teshuva. Tu dis, mais je peux pas, je suis pas religieux. Bon, alors une grosse thérapie. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est que la chance qu'on a, c'est que la réalité n'est que la projection de ce qu'on est. Donc, puisque l'Yetzirah s'appelle le manque, donc celui qui connaît ses manques, il sait sur quoi il va être éprouvé.
Donc celui qui n'a pas confiance en lui, il tombe toujours sur des gens qui abusent de sa gentillesse, mais tu n'as pas confiance en toi. T'as compris ou non? Celui qui ment, il dit mais je comprends pas pourquoi les gens ne me font pas confiance. Mais tu mens. Tu rends pas l'argent, on lui prête plus. Il dit ouais mais attends, ils le savent pas tous hein. Et tu dégages une énergie d'eux. C'est comme les enfants par exemple. Vous savez que les enfants ne comprennent rien. Rien. Mais ils ressentent tout. Premièrement. Deuxièmement, l'enfant ne fait pas ce que tu dis. L'enfant, il fait ce que tu penses. Donc si tu dis à l'enfant, tourne ta tête, il y a une femme mal habillée, mais que toi, tu regardes des vidéos bizarres la nuit, bizarrement, ton argumentaire auprès de l'enfant ne passe pas. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, puisque l'enfant, il entend ce que tu penses, et qu'on a dit que ce que tu penses, c'est ce que tu penses, donc quand tu ne penses pas ce que tu penses, oui, donc tu ne peux pas dire ce que tu penses. Et comme l'enfant, il entend ce que tu penses, et que toi, tu ne penses pas ce que tu penses, donc il n'entend rien. Après, tu dis, pourquoi il ne fait pas ce que je lui demande? Mais parce qu'il n'entend rien, puisque tu n'as pas parlé. Ah, t'as fait du bruit? Oui. Le pot d'échappement aussi, il a fait du bruit. La porte, elle grince. C'est une forme d'expression. Donc ça veut dire que l'enfant, en fait, il nous oblige à être la personne qu'on est censé être. Le conjoint, c'est pareil. Tu veux que ton conjoint, il t'aime. C'est très simple. Il faut être aimable. Tu veux que ton conjoint, il t'admire. Très simple. Il faut être admirable. Tu veux que ton conjoint, il te respecte. Facile. Il faut être respectable. Ah non, justement, je voudrais qu'il me respecte, malgré que je ne suis pas respectable. Mais non, ça va être compliqué. Comment est-ce que je veux dire? C'est que les gens, ils confondent la proximité avec la familiarité. Dagmar, elle dit, si une femme, elle a mangé de l'ail le matin, elle ne parle pas à son mari de la journée. Bon, à l'époque, ils avaient de l'ail qui... Ça décollait le papier. Enfin, ouais. Mais c'était quoi? C'était une forme de respect. D'accord? C'est-à-dire que tu ne peux pas écurer l'autre. Alors que l'autre, il pète à table, il dit, bon, ça va, c'est la nature. Je sais pas, j'ai jamais entendu ma mère rôter. Jamais. Donc je pense que les femmes n'ont pas l'œsophage au même endroit. Tu peux pas le faire. La Gemara a dit aussi que tu dois considérer ta femme comme une étrangère. Traduction, que les choses que tu fais pas avec un étranger, tu peux pas les faire avec ta femme, parce que ça se fait, c'est honteux. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a le problème? Les gens ils confondent encore une fois familiarité avec proximité. Comme on est les deux dans le même lit, donc on peut se permettre de conduire comme des animaux. Comme une fois, je savais qu'un homme qui faisait des choses horribles avec sa femme dans l'intimité, et quand j'ai commencé à lui faire des petites allusions, il m'a dit, Rav, la mezouza, elle est dehors. Ça veut dire que le Guéhinam, il est dedans. L'enfer. Vous avez compris ou non? Il faut comprendre ça, c'est intéressant. Ouais. De notre côté, la paracha de Kedushin, donc quand la Torah dit Kedushin Tiou, soyez saints, tout le début de la paracha dans le Zohar, il est développé autour de l'intimité. C'est-à-dire que l'intimité, c'est un très très haut niveau de sainteté. Alors que nous, on dit, mais non, l'intimité, lâchez les porcins. Non, pas du tout. Très très haut niveau de sainteté. Et qu'est-ce que c'est la sainteté? En résumé, hein, parce que je sais que vous n'avez pas l'occasion de rester avec moi 8 ou 9 ans. La sainteté, c'est la distance avec la matérialité. Ça va? Maintenant, c'est quoi la matérialité de la femme? Le corps. Maintenant, c'est quoi la tentation de la femme? Sa beauté. Mais la mitzvah, c'est quoi? C'est d'aimer la personne. Mais la tentation, c'est d'aimer le corps de la personne. Le problème, c'est que le corps de la personne va changer. Donc les gens, au bout de 10 ans, ils viennent te dire, écoutez, Ramon Chetrit, ça fait 10 ans que je mange la même pizza. Est-ce que je pourrais varier le menu? Je dis, ben, vous savez quoi, on va en parler à votre femme. Mais non, elle est un peu fermée de ce côté-là. Elle n'est pas fermée, elle est fidèle. Ah, tout de suite les grands mots. C'est ça le problème. Vous comprenez ou non? Parce que c'est ça le défaut de la femme, c'est qu'elle est belle. Maintenant, la mitzvah, c'est quoi? C'est de sublimer la beauté. C'est pareil ton mari. Tu peux le regarder comme un portefeuille. Moi, j'ai vu des femmes qui m'ont dit, écoutez, Rav, moi, je viens de la famille Partouche. Mon mari n'est plus à la hauteur de mes attentes au niveau standing. Donc, je veux savoir si est-ce que j'ai le droit de demander le guet. Je dis, mais enfin, votre mari n'est pas un portefeuille.
Elle me dit, ah bon? Mais sérieuse. Genre, écoutez, moi j'ai un standing, il me faut mes 6 000 euros d'argent de poche, je peux pas vivre avec moi, c'est impossible. En plus, il y a le nouveau Chanel qui est sorti, c'est impossible. Il me dit qu'il ne peut pas me le payer. Attends, on est dans la misère ou quoi? L'idée, c'est ça. C'est que quand tu es dans le superficiel, tu es pas dans l'essentiel. Exactement pareil la Torah. Si tu t'attaches à la Torah profonde, tu tombes pas dans la routine. Si tu prends la Torah superficielle, la mimouna, l'ambiance, au bout d'un moment, c'est saoulant. Pourquoi? Parce qu'en hébreu, le mot ta'am veut dire le goût et le mot ta'am veut dire le sens. Dans la Gemara Maïtama, ça veut dire quelle est la raison, quel est le sens. Ouais. Mais le mot ta'am, il veut dire aussi le goût. Quand tu es en Israël, tu vas acheter une glace, le vendeur il te dit Ezetam, à trop de ça. Quel goût tu veux? Fraise, orange, ouais. Donc le mot ta'am, il veut dire le goût et le mot ta'am, il veut dire le sens. Donc vous comprenez très bien Im yeshtam, yeshtam. Im entam, entam. S'il n'a pas de goût, ça n'a pas de sens. S'il n'y a pas de sens, il n'y a pas de goût. Il y a beaucoup de gens qui ont lâché la Torah parce que leurs parents leur ont donné une Torah sans sens. Et la Torah qui n'a pas de sens, au bout d'un moment, elle devient insensée. Et quand tu fais des hautes études où tu vois du profane hyper intelligent et une Torah complètement débile, évidemment, le choc culturel provoque la séparation. Et bien c'est exactement pareil. Tu dois aller chercher la profondeur de la Torah, tu dois aller chercher la profondeur de la personne. Maintenant, si tu t'attaches à la personne, tu es amoureux du corps en secondaire. Du coup, quand le corps va changer, l'amour va rester intact. C'est ça le challenge. C'est que pendant qu'elle est jeune et fraîche, il faut aller chercher l'intériorité de la personne. Alors que les gens, ils font le contraire. Tant qu'elle est jeune, ils profitent. Puis après, ils disent, écoute, franchement, je ne ressens plus rien. Je croyais vraiment que j'avais un problème de libido. Alors qu'en fait, avec la secrétaire, ça se passe très bien. Même avec la bonne, qui n'est pas forcément la mauvaise. D'accord? Je lui dis, mais t'es un animal, toi. Il m'a dit, oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Elle n'est pas sensuelle. Bah, déjà, elle a couché 6 fois. Donc, elle ne peut pas être dans le même état que Madonna. Ouais. C'est pour ça que Madonna, elle les a achetés. Parce qu'elle savait que si elle les a couchés. D'un autre côté, entre-temps, je lui dis, ok, ta femme n'est pas sensuelle, mais ta mère, elle est sensuelle, ta mère. Il m'a dit, mais Rav, vous êtes fou. Je dis, mais elle, c'est la mère de tes enfants. Jusqu'à quand elle va rester une star, de life star? Du coup, ça rentre dans une logique où les femmes, elles sont obligées tout le temps de se truquer, de s'arranger, de refaire le haut, de refaire le bas. Le mec, il se tape une côtelette d'agneau, elle mange une vapeur de yaourt. Parce que même la pensée de grossir, ça la fait grossir. Ouais, et avec ça, il se plaint. Et il regarde ailleurs. Et elle est obligée de se balader sexy, limite nudiste, parce que sinon, il regarde ailleurs. Mais il serait plus simple de lui crever les yeux, ça irait plus vite. Maintenant, tu sais ce qu'il dit le. C'est marqué Velo tatouwa charele vafrem vacharenechem. Ne vous détournez pas après vos cœurs, après vos yeux. Donc en vérité, il y a 3 visions. La vision goy ou scientifique, on voit ce qu'on voit. La vision psychologique et un peu moussarique, on voit ce qu'on veut voir. Mais la vision du Baal Shem Tov, qui est très violente, c'est qu'on voit ce qu'on doit voir. Vous me suivez ou non? C'est que toi, tu crois que tu arrives dans un décor et tu vois un décor et tu réagis. En vérité, ce décor, il est déjà préprogrammé dans ta vie parce que, en fait, tu dois le voir. Ça va? Tu dois le voir. Quand tu viens passer le code, les diapos, ils sont prêts déjà. Ils n'ont pas choisi une série pour toi. Ils sont prêts. Mais ce qui est intéressant, c'est comment tu vas réagir aux diapos. Tu dis, bon, une intersection, sens giratoire, qu'est-ce que vous faites? Attention, le panneau est caché derrière un feuillage. Et bien, toute la vie, c'est ça. La vie, c'est des diapos. Et on va mesurer ton niveau de maturité dans la réaction face aux diapos. Ça va? Donc, en fait, tu vois ce que tu dois voir. C'est bon? Parce que le décor, on s'en fiche en vérité. Les données, c'est pas intéressant. Ce qui compte, c'est le niveau de maturité ou de Hirat Shamaim, selon qu'on est avec ou sans la kippa, ouais, devant la situation. C'est ça qu'on mesure. Donc dans cette idée-là, si je dis que, en fait,
je vois ce que je dois voir. Donc, en fait, c'est la situation qui me regarde. C'est pour ça qu'en français, on dit ça ne te regarde pas. Normalement, c'est moi qui regarde. Qu'est-ce que ça veut dire ça ne me regarde pas? Ouais. Ou en français, on dit bah, ça me dit rien. C'est-à-dire que tu veux que le truc, il te dise quelque chose. Mais en vérité, c'est vrai, c'est comme ça. En vérité, chaque situation, c'est comme si tu as eu 4 à l'interro. Ton père, il te dit écoute, mon fils. Oui, mais papa, mon fils. Regarde l'interro. Analyse l'interro. Tu as commencé par les problèmes durs, du coup, tu n'as pas gagné les points faciles. Après, tu as fait des erreurs de calcul, parce qu'on t'avait dit 4 x 4, tu as dit 62. Donc, le calcul est bon, mais le résultat est faux. Si tu analyses ta copie, oui, bah, tu comprends tout ce qui s'est passé. Mais dis-moi, pourquoi une situation, c'est pas moins qu'une copie? Pourquoi tes enfants, c'est pas moins que ta copie? Pourquoi ton couple, c'est pas moins que ta copie? Analyse ta copie. Relis ta copie. Une fois, j'étais, je sais pas où, au Canada, je crois. Il y a un couple qui est venu, en plus 2 médecins, tout excité comme ça. Écoutez, on s'est marié un petit peu tard, puis ça fait 2 ans, ça fait 1 an, non, c'est 6 mois qu'on est mariés, et puis bon, ça vient pas. Alors, on veut savoir, d'après la Torah, parce qu'on est un peu religieux, qu'est-ce qui est permis, spermato, je sais pas quoi, je sais pas, injection d'ovules, enfin tout un truc de... Je dis, attendez, ok, vous êtes marié tard, ok, vous êtes médecin, ok. Et vous savez, c'est comme si tu passes le bac de philo, puis au bout de 2 heures, tu veux rendre la copie. L'examinateur, il est gentil, il dit, écoutez, il vous reste 2 heures, relisez la copie. Corrigez les fautes, regardez le style. Puis peut-être, regardez si vous n'êtes pas hors sujet. D'accord? Alors un enfant, c'est quoi? C'est une copie. Quand tu rends la copie, elle est rendue. Ça va être compliqué, parce qu'après, il va falloir rattraper tout ce que tu n'as pas pu donner dans l'inné. Ça va être l'éducation. Mais l'inné, c'est quoi? Bah, l'inné, c'est ce qu'il y avait dans la semence. Plus ce qu'il y avait au moment de la situation de la relation. Parce que c'est marqué au moment où les parents conçoivent l'enfant, il y a un ange qui prend la semence, qui l'amène devant Hachem et qui dit Tipazo Matéaler, qu'est-ce qu'elle va être? Intelligent ou bête, petit ou grand, beau ou moche, riche ou pauvre, intelligent ou bête, il aura telle maison, telle femme, tout est déterminé à ce moment-là. C'est-à-dire au moment où les 2 semences se rejoignent. On va choisir l'aneshama, donc la mission, donc les tikkunim, après les caractéristiques physiques, intellectuelles, mentales, le temps de vie, tout ça à cette seconde-là. C'est pour ça que c'est très 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 important au moment où on conçoit l'enfant d'avoir la tête bien claire. C'est pour ça que c'est interdit d'avoir des relations quand on est bourré, quand on a trop mangé. C'est très très grave de penser à quelqu'un d'autre. C'est très grave d'être en colère. C'est très grave de penser à divorcer. C'est assourd d'aller ensemble quand on pense à divorcer. Mais non, on ne parle pas maintenant qu'ils sont devant la porte du Beddin. Non, mais déjà dans la tête, bon, j'en ai marre de sa gueule, mais bon, je profite encore un petit peu des orifices qui sont disponibles. C'est très très grave. Parce que quand quelqu'un il pense à divorcer de sa femme, l'enfant qui va naître, il va divorcer de la Torah. Comme ça, c'est marqué. Si l'homme il pense à une voisine Goya, et que la Goya, juste à ce moment-là, elle pense à ce juif, Achlafat Neshamot. La Neshama qui devait naître dans le ventre de la juive, il naît dans le ventre de la Goya. Donc le petit Jean-Marc du Tilleul, il adore la Torah. Et la Neshama qui devait naître dans le ventre de la Goya, il naît dans le ventre de la juive. Donc le petit Mordechai, Lévi, il fait des croix au Gan dans toute la classe. Et après, il apprend par cœur le Jésus-Marie-Joseph. Tu dis, mais d'où il sort ce gosse? Je sais que vous allez dire, bon, franchement, puisque ça n'est pas encore reconnu par la science, mais il faut savoir que la science, elle parle de génétique depuis quelques années, et que le Ramban, il parle de l'ADN en 1114. Donc ils sont un peu lents. Ils sont bons, mais ils sont lents. Ça, c'est NRS, Centre National des Relous Sympathiques. Ben oui, parce que eux, ils atteignent la connaissance par l'observation, alors que les tzadikim, eux, ils obtiennent la connaissance par l'origine de la création.
Puisque Dieu, il a écrit la Torah, après il a créé le monde. Donc, la Torah, c'est le mode d'emploi, et le monde, c'est la réalisation. Donc, Sod Hachem Le'ereav, Hachem, il donne ses secrets à ceux qui le craignent. C'est pour ça que tu trouves que le Hazonish, il expliquait tout le mode opératoire d'une opération extrêmement compliquée du cerveau en 1960, ouais, que les médecins eux-mêmes, ils disaient on ne peut rien faire. Et après, quand on lui disait mais d'où vous savez, vous êtes un prophète, il dit mais non, ça c'est la Mishnah, ça c'est la Gemara. Maintenant, moi, je peux étudier 10 ans la Mishnah, je ne vais jamais voir ça. Et c'est le Hazonish. Il y a des millions d'exemples. D'accord? Vous allez dire, mais alors quoi, c'est de la prophétie, c'est de l'intuition. Une fois, j'ai fait une conférence sur ça, que devant des médecins. Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, donc j'ai gagné un temps fou, parce qu'il faut apprendre tout ce qui est faux pour savoir ce qui est vrai, c'est très long. Et c'était sur la part de l'instinct dans l'établissement du diagnostic. Ben, c'est vrai. Ouais, on fait tous la fac de médecine. Ok. On a tous les mêmes connaissances. Ok. On perçoit tous les mêmes symptômes. Ok. Pourquoi on n'a pas le même diagnostic? C'est quoi cette petite voix à l'intérieur qui te dit non, il ne faut pas aller chercher de ce côté-là, il faut aller là-bas? C'est qui? Ton cerveau? On a tous les mêmes. Les connaissances, c'est tous les mêmes. Les symptômes, on les a vus. Pourquoi l'autre c'est un génie et l'autre c'est un baha? Le baha, il te dit écoutez, prenez 63 médicaments. Je pense qu'il y a 14 lectures possibles de votre problème. Il y en a un qui va vous soigner si les autres ne vous tuent pas. Ça, c'est le nul. Le bon, tu dis écoutez, vous avez ça, il faut prendre ça, ça va durer tant, il y aura des dégâts collatéraux, il faut savoir. Ce médicament, il va vous sauver le cœur, mais il va vous tuer l'estomac, c'est comme ça, choisis ta mort, ouais. Mais vous aurez une vie à peu près normale, avec des tremblements et des crampes, mais en tout cas, vous ne mourrez pas de votre hypertension. Ça, c'est un médecin sérieux, honnête et fort. Il t'a fait le diagnostic. Dans la Torah, c'est pareil. Dans la vie, c'est pareil. Dans le business, c'est pareil. Tu as des gens, ils regardent des livres de comptes, ils te disent ferme la boîte. Ils te disent non, il dit attends 4 mois, ça va repartir. Effectivement, ça part. Il est prophète? Non. Ah, tu dis c'est une intuition? Ok. Mais une intuition qui est le fruit d'une grande expérience, comment ça s'appelle? De l'intelligence. Même chez Albert. Albert, il a ce qu'on appelle les intuitions d'Einstein. Vous avez entendu parler de ça ou non? Non? Il faut sortir un peu. Il n'y a pas que la yeshiva orthodoxe. Alors j'avais fait un cours comme ça s'appelle l'intelligence intuitive et l'intuition intelligente. Et il y a un professeur de mathématiques en recherche expérimentale du MIT de Boston qui m'a écrit et qui m'a dit bravo, votre cours il est extraordinaire, mais vous n'avez pas été assez loin. Einstein, c'était pas de l'intuition, c'était de l'imagination. C'est qu'en fait, il imagine quelque chose et après, il développe des équations pour prouver ce qu'il a dit. Vous me suivez ou non? Mais ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a imaginé. Maintenant, pour lui, en vérité, il sait ce qu'il a imaginé. Mais la démonstration, elle est pour que les autres le croient. Maintenant, l'imagination de vous à moi, il y a le corps, c'est de la viande plus ou moins harmonieuse. Après, il y a le cerveau, il y a la conscience. Après, il y a le moi. Après, il y a le surmoi. Après, il y a la perception philosophique. Après, il y a la musique. Après, il y a la transcendance. Après, il y a la prophétie. Après, il y a la neshama. Ouais, elle est où l'intuition? Parce que l'intuition, c'est quoi? C'est une forme de perception du futur au présent. Tu as tous les éléments, tu dis je signe pas. Mais pourquoi? Je signe pas, je le sens pas. Après, il vient, il dit bon, effectivement, le mec, c'est un escroc, il a planté 63 banques en Suisse. Comment t'as su? Je sais pas. Moi, je connais un homme très, très, très gros, homme d'affaires, très, très balèze. Hein. Pas des petits start-up à 2 balles. Le mec, il ne signe rien sans sa femme. C'est des trucs à 600 millions d'euros. Il amène sa femme au resto avec le couple de l'autre. Et à la fin, il dit alors comment tu le sens? Il dit non, je ne le sens pas. On ne signe pas. Il dit attends, 600 millions d'euros, il ne signe pas. Le contraire, elle dit c'est bien, fais-le. Je le sens bien. C'est un génie du business. Il compte plus sur l'intuition de sa femme que la sienne. Ça va? Maintenant, l'idée c'est quoi? C'est que pour que l'intuition de ta femme elle soit valable pour toi,
il faut que vous fassiez un. Eh oui, 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 oui. Or, l'intuition, on a dit que c'est quoi? C'est une perception du futur au présent. La seule partie du corps, la seule partie de la personne qui perçoit le futur au présent, c'est la neshama. Parce que le corps, c'est de la viande, encore une fois. La neshama, elle est divine. Pour la neshama, le temps est un présent continu. Donc la neshama, elle perçoit le futur au présent. Vous me suivez ou non? Maintenant, dans le curseur entre le corps et la neshama, la femme, elle est plus naturellement spirituelle et aussi ésotérique. Et aussi dans la sorcellerie. Ouais. Et l'homme, il est plus proche du corps. Et donc, et de la matière, et donc du temps. C'est pour ça qu'il y a certaines mitzvot que la femme n'a pas, celles qui sont liées au temps, parce que comme elle contient le temps en elle, elle n'a pas besoin d'un apprentissage des mitzvot qui sont liées au temps pour devenir intemporelle. Parce que la femme, elle contient le temps. Les règles, c'est dans son corps. L'accouchement, il vient à la date. Tu t'es pressé, t'es pas pressé, ton gynéco, il est parti au ski. Et le bébé, il va venir. Ouais. La femme, elle sent que le temps passe. Tu dis à ta femme, tu rentres à 8h, à 8h01, tu es en retard. Alors que pour l'homme, à 8h59, il n'est pas 9h. Ça n'a rien à voir. L'homme et la femme, ça n'a rien à voir. Ils veulent absolument qu'on soit tous pareils. C'est des mecs en transe qui mélangent les gens. Mais en vérité, on est différents. C'est bien. Baruch Hashem, c'est bien. Et d'un autre côté, l'homme et la femme, ils ont la même neshama. Avant la naissance, on prend la neshama, on la coupe en deux. La moitié, on la met dans un corps d'homme, l'autre moitié dans un corps de femme. Maintenant, les parents et les enfants n'ont pas la même neshama. Le rav et les élèves n'ont pas la même neshama. Les belles filles et les belles-mères n'ont pas la même neshama. Les ennemis n'ont pas la même neshama. Les amis n'ont pas la même neshama. Les seuls qui ont la même neshama, c'est l'homme et la femme. Maintenant, quand tu sais que tout ton potentiel de réalisation personnelle, il est véhiculé par une énergie qui vient de l'âme, vous avez compris là? Ouais. Donc, si ta femme, elle a la même neshama que toi, donc elle a aussi besoin d'exister. Exister, c'est être à l'extérieur, exister. D'accord? Donc, si toi, ton Yetzirara, ça va être de l'empêcher d'exister, mais puisque elle, c'est ta moitié, donc en n'existant pas, tu ne vas pas exister. En empêchant d'exister, tu ne vas pas exister. Parce qu'il y a des facettes de toi qui n'apparaîtront que grâce à ton conjoint. Comme il y a des facettes de ton conjoint qui n'apparaîtront que grâce à toi. Et ensuite, il y a des facettes de vous qui n'apparaîtront que grâce à vos enfants. Et c'est normal puisque les enfants viennent de vous. Donc ils ont hérité de vos qualités et de vos qualités. Maintenant, la seule manière de les aider à compléter leur silhouette psychologique incomplète du fait de l'incomplet que vous conteniez au moment de la conception, c'est de vous confronter à leur manque de complétude et d'essayer de les aider à compléter leur manque. Or, ces manques-là, ils les ont hérités de qui? Qu'est-ce qu'il disait le professeur Wallo? C'est un très grand botaniste anglais. Il disait les pommiers font des pommes, les poiriers font des poires, mais les khmaliers, ils font des khmals. C'est quoi la vraie frustration d'un père juif? C'est qu'il ne peut pas dire à son fils, fils de khmal. D'un autre côté, si tu es dans une dynamique de moussard, ça veut dire une dynamique de recherche, d'évolution et d'amélioration, tu comprends qu'en fin de compte, l'enfant, c'est une proposition pour devenir adulte. Vous me suivez ou non? Puisque l'enfant, il t'oblige à être parfait. Puisque l'enfant, c'est une caméra avec un capteur de 153 milliards de pixels. Et en plus, avec un capteur sélectif. C'est-à-dire que quand tu fais du bien, il ne le voit pas tout de suite. Mais quand tu fais une erreur, il le capte à la seconde. Quand tu lui donnes ce qu'il veut, il t'adore. Tu l'empêches de sortir. Tu m'as jamais aimé de toute façon. Je sais que tu voulais pas que je naisse avec maman. C'est dur. L'enfant est ingrat, même quand il est maigre. Mais l'ingratitude de l'enfant, c'est pour que toi, tu cherches la perfection. Vous me suivez ou non? Et le couple, c'est pareil. Qu'est-ce qu'elle veut, l'autre? Elle veut le meilleur de toi-même. Ouais. Et comment elle te le demande? Par amour. Et l'amour, c'est connu que c'est le vecteur de l'éducation. Ça va? Le problème, c'est pour ça que l'élève doit aimer son professeur et que le professeur doit aimer son élève. Mais il faut aussi que les professeurs soient aimés de l'élève
et que l'élève soit aimé du professeur. Maintenant, dans un couple, le problème, c'est qu'on est professeur et élève. Et oui, oui, on a des choses à apprendre et on a des choses à enseigner. Le problème, c'est que les qualités de l'élève et du professeur ne sont pas pareilles, des fois sont même opposées. Parce que où tu vas avoir l'assurance de transmettre un message clair, et où tu vas avoir la modestie de baisser la tête pour être capable de te remettre en cause. Comment tu fais les deux en même temps? Vous me suivez ou non? Mais en vérité, tout ça, c'est le fruit de ce que tu as fait en tant que célibataire. Tout le travail que tu as fait en tant que célibataire, de travailler tes midotes, de te définir intellectuellement, de te définir émotionnellement, de te définir intellectuellement, spirituellement, tout ce que tu as fait pour fabriquer ta silhouette existentielle, ouais, c'est ça qui te donne droit à la personne que tu épouses. Bah oui, parce que si vous croyez en Dieu, si vous ne croyez pas en Dieu, il vaut mieux habiter un étage élevé. Mais si vous croyez en Dieu, même si vous ne croyez pas en Dieu, ça ne change rien, parce qu'en physique quantique, on dit qu'un cumul de particules élémentaires harmonieux ne peut être en harmonie avec l'espace qui l'accueille que s'il est justement en harmonie. Donc ça veut dire qu'on est là où on doit être. Donc que tu sois religieux ou que tu sois intelligent, tu peux être ni l'un ni l'autre, ce qu'on appelle un auditeur de Cyril. Donc, à ce moment-là, ouais, tu vas comprendre que la réalité, elle est adaptée à toi. Mais attention, le fait que la réalité soit adaptée à toi ne veut pas dire pour autant que toi, tu es adapté à la réalité. Bah oui, parce que comme tu as 35 ans, donc tu as une réalité de 35 ans. Ouais, avec des épreuves de 35 ans, avec des questions de 35 ans, avec des problématiques de 35 ans, avec des choix de 35 ans. Mais si tu as 17 ans d'âge mental, tu es inadapté. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est ON, ou rachat. D'accord? Qu'est-ce qui fait le Yetzer Hara? Il empêche de te confronter. Et comme la confrontation à la réalité, c'est ce qui permet d'acquérir la maturité, donc la réalité augmente, mais ta maturité ne suit pas. Maintenant, comment on appelle l'écart entre la personne que tu devrais être et la personne que tu es? Comment on appelle le malaise développé par la différence entre la personne que tu devrais être par rapport à ton âge et la personne que tu es par rapport à ce que tu es vraiment? Comment on appelle ce malaise? Vous ne savez pas? Personne n'écoute mes cours. Vous avez un sacré boulot de retard. C'est dommage. J'ai des psychologues Goy qui déconseillent à la place du Prozac. On l'appelle le stress. C'est ça le stress. Le stress, c'est le fruit de l'immaturité. L'immaturité, c'est la différence entre ton âge mental et ton âge physique. Donc si tu as 14 mentalement et que je te pose une question de 30 ans, bon alors, on change le gosse de l'école. Syndrome du poisson rouge. Bon, bah t'as tort, tu peux t'excuser. Ben, c'est normal à 14 ans. Tu dis, c'est grave ce que vous dites. Attendez, grave, c'est grave. Moi, je le dis, toi, tu le vis. C'est pour qui que c'est grave? Vous allez dire, on est foutu alors? Non, au contraire. Au contraire. Il y a un principe qui s'appelle la teshuva, ouais, ou alors l'accélérateur de maturité, qui fait que tu peux rattraper cette distance. Ça s'appelle le travail sur soi. Toute la journée, je donne des programmes, justement, qui sont des accompagnements pour les gens qui ont compris que ça vaut la peine de faire le boulot. Mais le problème, c'est que pour que toi, tu puisses accepter de faire le travail, il faut qu'il y ait un jeu en toi qui peut dire « je suis responsable ». Mais comme le Yetzer Hara, il t'empêche de développer ton jeu, parce qu'on a dit que le Yetzer Hara s'appelle le manque. Mais le manque de quoi? Ben, le manque de toi. Donc si tu n'as pas un moi en toi assez mature et raisonnable pour dire que tu as une part, et donc que tu as un problème, et donc que tu as une solution, ben oui, parce que la solution est accessible à celui qui a un problème. Vous comprenez ou non? Donc quand tu acceptes que tu as le problème, tu as accès à la solution. Mais les gens qui n'ont pas développé le moi, donc ils n'ont pas un moi pour accueillir la responsabilité, puisqu'elle est vécue comme une culpabilité, donc comme ce qu'ils font, ils font un transfert. Alors c'est comme ça qu'on reconnaît les gens matures, ouais,
à l'envers, c'est que quand tu les attrapes sur une bêtise, la première chose qu'ils disent, c'est pas moi. Quand tu leur prouves, bon, il y avait quand même leur ADN sur la scène de crime, ils te disent, ok, mais c'est à cause de toi. Transfert. Et quand tu leur dis, ok, j'ai aussi une part, parce qu'on est tous impliqués à 50% dans les 100% de la situation, mais quand même, tu as quand même ta part à toi. Ça va? Qu'est-ce qu'il dit le mec? Il dit, c'était plus fort que moi. 3 niveaux d'immaturité. D'accord? Mais comment veux-tu qu'on commence à traiter le problème puisque tu ne reconnais même pas que tu as un problème? Vous savez qu'il n'y a aucun psychologue au monde qui peut aider un gars qui nie son problème. Ou une femme. Ouais. Même le médecin, même le médicament, il ne marche pas quand tu acceptes pas. Tu dis, mais c'est biologique, c'est chimique. Non, 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 non. Parce que la chimie, elle est véhiculée à l'intérieur des cellules par le psychique. Et le psychique, il gère la volonté. Et la volonté, quand elle va d'une cellule à l'autre, chez les Chinois, ça s'appelle l'énergie dans les méridiens. Ouais. Quand la volonté n'est pas bonne, la chimie ne fonctionne pas. La preuve, c'est le contraire. C'est que quand la personne, elle est négative, la maladie avance plus vite. Donc tu vois bien que la volonté négative, elle fonctionne. Or, la preuve que le bien existe, c'est le mal. C'est pour ça que la culture américaine dans le business et la culture française n'a rien à voir. En Amérique, quand tu te plantes, c'est bien, parce que tu te relèves plus enrichi. En France, quand tu te plantes, t'es un nul. Il vaut mieux que tu ailles te pendre. C'est mieux. Tu t'es planté, il vaut mieux que tu te pendes. Alors que les plus grands aux États-Unis, ils se sont plantés plusieurs fois. Et ils ont appris de leurs erreurs, ils ont appris de leurs dépôts de bilan. Encore une fois, pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu cherches dans le business? Encore une fois, le niveau de maturité qui a augmenté ou le capital que tu as développé. Donc si tu n'as pas développé le capital, c'est que tu es nul. Mais si tu as grandi personnellement de ton travail, c'est que tu es bon. Donc les Français, ils font de l'argent et après, ils vont faire des stages de construction personnelle en Thaïlande. Mais peut-être que s'ils avaient commencé par le début, ils n'auraient pas eu besoin. Moi, j'ai plein de coachs, de managers qui utilisent mes cours. Mais des gros, hein, genre la Redoute, la Poste, la truc. Ils utilisent mes cours. Ils me disent, Rav, le cours sur le respect de soi et le cours sur la colère, on le vend 5 000 € la phrase. C'est que le patron de la Poste, il appelle, il dit, voilà, j'ai un rendez-vous avec 4 000 collaborateurs, je suis très stressé. Qu'est-ce que vous me dites? Elle dit, ben voilà, apprenez cette phrase par cœur. Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Vous avez compris ce que je dis ou... Donc je répète, pour les gens qui pratiquent le cerf-volant de manière régulière, le niveau de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Traduction. Si je suis plein, ça rebondit. Si je suis vide, ça rentre. Donc le gars, il va rencontrer 4000 personnes qui veulent prendre sa place. Oui. Donc sa peur, elle est plus dangereuse que le danger. S'il est plein, il est clair, il est, on dit en français, bien dans sa peau. Et bien, en hébreu, c'est tov. Et tov, c'est shalem. Et shalem, c'est complet. Donc s'il est complet, il n'y a pas d'espace. C'est quand vous prenez une batte de baseball, vous tapez dans un vase. Le vase, il explose, parce que l'onde de choc, elle rentre dedans, et pour ressortir, elle explose le vase. Mais si vous tapez dans un rocher en granit plein, non seulement l'onde, elle rentre pas, mais elle repart. Et en repartant, elle te casse le poignet. Parce que c'est plein. Donc si tu es plein, ça rebondit. Si tu es vide, ça pénètre. Traduction, c'est pas le danger qui est dangereux. C'est pas la situation qui est grave. C'est ton niveau de faiblesse. Donc ils prennent cette phrase, mais ça c'est une phrase de mon livre de 400 pages. Celui-là. Là. Vous vous rendez compte s'il en vendent la phrase à 5 000 €? Il y a 400 pages. Et le gars il est content. Hein. Ah, il dit ah, bravo. Oh, je peux la redire. Ah ben non, c'est du conseil personnalisé. Et moi, ils m'appellent pour me dire qu'ils font fortune avec mon livre. Et moi, je leur dis où ils sont les royalties. Non, ça raccroche, ça coupe. Ah bah oui. Non, la vérité, ça me fait plaisir. Si des gens ils peuvent évoluer, il n'y a pas un plus grand plaisir que de voir ses enfants évoluer. C'est le grand kiff de la vie. Les gens, ils ont des produits, ils ont des parcs immobiliers, ils ont des enfants ouf. Je préfère avoir des enfants normaux et des élèves normaux
que d'avoir des chiffres dans le compte, que de toute façon, quand ça sert d'avoir 50 appartements, puisqu'on va tous finir dans un studio en longueur. C'est vrai, non? Sans téléphone intégré, sans baie vitrée, sans clim. Je sais, ça jette un froid, c'est... Comme dit mon gastro, c'est morbide. La mort du bide. Bon. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous comprenez ce que je dis, et là, je suis limite déçu. Non, je rigole. C'est pas grave. Bon, alors si on comprend ça maintenant, donc on comprend en fait qu'il y a une espèce d'effet miroir perpétuel entre toi et la réalité qui t'entoure. Donc toi et ta famille, effet reflet. Toi et tes amis, effet reflet. Ensuite, toi et la personne que tu épouses, effet reflet. Et ensuite, toi et les enfants que tu as, effet reflet. Maintenant, si on est malin et qu'on est dans cette dynamique perpétuelle du devenir, mais c'est une aventure extraordinaire, parce que tu t'améliores. Ouais. Tu savez que le diamant au départ, c'est un diamant brut. Je ne sais pas si vous avez remarqué que le diamant brut, quelle que soit sa taille, il est terne. Ouais. Alors pourquoi on l'appelle brillant? Est-ce qu'il s'appelle Dany? Non. Est-ce qu'il a du gel? Non. En fait, le brillant est brillant parce qu'il reflète la lumière. Maintenant, un diamant, le minimum, c'est 70 facettes, comme la Torah. Ouais. Chaque facette, elle renvoie un rayon de lumière. Maintenant, l'ensemble des rayons de lumière fait que la pierre est brillante. Ça va? Comme tu veux. Maintenant, réfléchis. Le diamant brut, c'est toi quand tu viens à la naissance. Toute ta vie, qu'est-ce que tu fais? Tu fais apparaître les facettes. On appelle ça en français les facettes de la personnalité. Comment on dit facettes en hébreu? Panim. Et panim, c'est quoi? C'est visage. Maintenant, pourquoi visage, c'est au pluriel? En français, c'est au singulier. Ouais. Et c'est panim, yeshlo. Ouais. Pourquoi panim en hébreu, c'est au pluriel? Bah parce qu'on a plusieurs visages. C'est vrai, non? À la maison, le gros accent marocain. Au travail, l'accent breton. Avec la maîtresse, la gentillesse. Avec la femme, l'emchen. En fait, on a plusieurs visages. Ouais. En psychologie, ça s'appelle le phénomène du caméléon. Et d'ailleurs, souvent, il s'appelle Léon et souvent, il est... Mais l'idée, c'est ça. C'est que quel que soit le nombre de facettes de ta personnalité, elles sont toutes rattachées à un seul point à l'intérieur de toi-même. C'est comme le cercle. Le cercle, c'est quoi? C'est une droite dont les deux extrémités se touchent. Et une droite, elle est faite de milliers de points. Ouais. Et chaque point du périmètre du cercle est à la même distance du centre. Vous avez appris ça à l'école. Maintenant, le lien entre le point invisible du centre et le point qui est dans la droite s'appelle en français le rayon. Maintenant, si je dis que les points représentent tes actions, tes pensées et tes attitudes, donc, et que toutes tes pensées, tes actions et tes attitudes proviennent du centre, donc tu es censé avoir la ligne de traçabilité entre ce que tu dis et ce que tu veux, entre ce que tu fais et ce que tu veux, et entre ce que tu penses et ce que tu veux. Puisque le point central s'appelle la détermination et le point extérieur s'appelle la réalisation. J'ai fait une petite vidéo comme ça. En fait, c'était un cours de 1h50 et il y a quelqu'un qui a prélevé 8 minutes qui s'appelle L'homme est un cercle. Vous l'avez vu cette vidéo? Non plus? Sortir. Les francs-maçons, ils passent cette vidéo en début de séminaire. J'ai rencontré des présidents de loge, ils me disent, écoutez, la vidéo du cercle, on la passe que pour les initiés. Après, on en débat pendant 1h30 et après, on démarre le séminaire. Les francs-maçons. Donc, je comprends tout ce que vous n'êtes pas dans la maçonnerie, mais vous pouvez essayer d'être franc quand même. Ça veut dire qu'il faut prendre la sagesse où elle est. Si Gandhi il a dit un truc intéressant, tu prends, même si c'est pas sucré. Gandhi. Bon. Ben, de la même manière, il ne faut pas avoir peur d'apprendre. Au pire, on devient intelligent. Je vous dis, c'est... L'activité cérébrale, c'est le minimum de lien perpétuel avec la réalité qu'on appelle vulgairement la conscience.
C'est pour ça qu'inconscient, ça peut s'écrire en 3 mots. Donc tu es condamné à rester conscient. Maintenant, conscience, c'est quoi? La conscience, c'est l'arc électrique établi entre toi et la réalité. Et la réalité, c'est une série de diapos. Et chaque diapo, il t'envoie un message. Ouais. Et les diapos qui viennent de personnes sont beaucoup plus enrichissants que les diapos qui viennent de situations. Pour ça, on dit Ezeu Chacham Alomet Mikol Adam, qui est l'intelligence, celui qui apprend de tous. Donc toi, tu sais qu'il y a un certain nombre de personnes que tu vas rencontrer qui vont faire partie des marches de l'échelle de ton évolution. Maintenant, encore une fois, tu peux ne pas être intéressé à évoluer. Comme des gens, ils me disent, écoutez, Ramet Chetrit, vous vous déstabilisez, vous mettez mal à l'aise, vous me sortez de ma zone de confort. Mais dans confort, il y a fort. C'est ça le confort. C'est quelqu'un qui est fort en con. Le monde n'est pas fait pour le confort. La vie n'est pas confortable. Bah oui, parce que le confort, c'est le canapé. Mais le canapé s'appelle la sédentarité. La sédentarité amène des problèmes. La vie, elle est faite pour le mouvement. Ton couple, il est en mouvement, pas de routine. Ta tête, elle est en mouvement, pas de dépression. Ton travail, il est en mouvement, tu es dans le move, le marché, il fonctionne. Toi, tu es dans le mouvement de tes enfants, tu les fais évoluer, ils sont avec toi, tu es avec eux. Ouais. On est condamné à être dans le mouvement. Même Albert, dont on n'a jamais retrouvé les téphilines, il a dit le secret de l'univers, c'est le mouvement. Si un jour vous avez 8 ou 9 heures, on pourra en parler. Mais en vérité, le pauvre Albert, j'ai de la peine pour lui. D'ailleurs, vous savez qu'il avait une vie sexuelle très très troublée. Hein. Vous êtes au courant? Ça non plus? C'est un malade. Il couchait avec tout ce qui bouge. Ses assistants, ses trucs, ses assistantes, des gens qui le visitaient. Il draguait tout le temps. Incroyable. Complètement déglingué de la braguette. Mais bon, c'est Albert. Donc, ça reste relatif. En tout cas, ce qui est intéressant, hein, il a dit le secret de l'univers, c'est le mouvement. Ouais, mais dommage pour Albert. Parce que s'il avait étudié la Torah, il aurait vu que c'est marqué Ubechokota et Telechu. Dans mes lois, vous irez. Oui, des fois la Torah, elle dit Tishmeru, vous garderez. Tekayemu, vous accomplirez. Tarasu, vous ferez. Et Telechu. C'est quoi Telechu? C'est pas l'ancêtre de Télécom, ça n'a rien à voir. Ouais. Telechu, c'est vous irez. C'est quel verbe? L'alechet. Ça va? Dans ce qui est intéressant, parce que les mots, ils ont leur sens, puisque Hachem, il a écrit la Torah avant de créer le monde. Donc la définition théorique du monde réel, c'est la Torah. Donc le mot qui est dans la Torah, il devient la valeur absolue de la réalité. Maintenant, l'alechet, c'est le verbe aller, c'est le mouvement. Et alacha, c'est la loi. D'ailleurs, on dit tous les matins dans la prière, altikri alichot, et là, alachot. Ne dis pas déplacement, alichot, et là, alachot, loi. D'accord? Donc du coup, quand la Torah dit Ubechokotai telechu, ouais, dans mes lois vous irez, ça veut dire que le parcours de développement et la trajectoire de déplacement d'un juif, c'est l'halakha. C'est facile. Donc les gens ils vont me dire non mais j'ai pas besoin, attends, j'ai un doctorat en psycho, c'est bon, attends, je suis major promo HEC, c'est bon, maths sup, maths spé, maths appliqué, je suis bon, ok, mais tu vois bien qu'ils sont perdus, ça fait la vérité, ça fait 5000 ans, ils savent pas. Ils ont essayé le capitalisme, tout le monde peut être riche, ça marche pas. Ils ont essayé le communisme, tout le monde a le droit d'être pauvre, ça marche pas. Ils ont essayé Robin des Bois, on prend des riches pour les pauvres, ça marche pas. Ils ont essayé le bouddhisme, ils font tous la gueule. Ils ont essayé le nudisme, ils ont attrapé froid, ça marche pas. Et le judaïsme, il a créé des centaines de milliers de tzadikim. Des centaines de milliers. Oui. Encore une fois, je sais que de l'extérieur, ça peut paraître comme une forme de genre le peuple élu. Mais je m'excuse. Moi, j'ai pas mal étudié, j'ai pas mal réfléchi. J'ai pas trouvé un seul Rabbi Shimon Bar Yochai chez les non-juifs. J'ai essayé pourtant. Je me suis cassé la tête, j'ai appris, j'ai lu. Je me suis tapé des encyclopédies, j'ai rencontré des gens très très intelligents. J'ai pas trouvé. Et c'est factuel.
La preuve, c'est qui? Moi, j'ai plein de gens qui écoutent. Pourquoi ils écoutent? Alors que le mec, il a fait 20 ans de médecine. Celui-là, il est professeur en recherche expérimentale en psychanalyse. Pourquoi il écoute? Il ne trouve pas. Parce que le problème, c'est que quand tu vas de l'homme à l'homme, c'est limité. Mais quand tu vas de l'homme à Dieu, tu finis le cycle. Ça revient à l'essence. Donc de la même manière, le mouvement, des Chokotai Téléchou, ouais, le secret de l'univers, c'est le mouvement. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est normal, puisque l'univers, il a été créé à partir de la Torah. Et dans la Torah, c'est marqué, il faut aller. Et aller, c'est quoi? C'est la halakha. Donc en fait, le GPS existentiel d'un juif, c'est la loi. Maintenant, toi, tu vas te casser la tête à savoir s'il faut être gentil, il faut être méchant. C'est la loi. Mais comment tu vas imaginer les téphilines à Jussieu? Comment tu vas comprendre la soukha? Impossible. Tu dis, oui, ben, si je comprends pas, c'est que c'est faux. Mais Baba, tu comprends rien, donc rien n'est vrai. C'est vrai. T'as compris ou non? C'est-à-dire qu'il faut... La logique de la soumission à la halakha, elle ouvre des horizons. Alors que, en face, c'est le contraire. C'est l'orgueil qui te donne des capacités. Baisse ta tête. Baisse la tête, tu vas apprendre. Sois modeste devant la nature, tu vas apprendre des choses extraordinaires. Oui. Alors que là, le contraire, c'est de se mettre en avant. Donc en vérité, téléchou, c'est une posture. C'est une posture du mouvement. Vous me suivez ou non? Ok. Maintenant, en français, ça s'appelle, selon mes lois, vous irez. Ça s'appelle aller. C'est quoi aller? C'est une dynamique volontaire et consciente. Dynamique, volontaire et consciente, les trois en même temps. Parce que tu ne peux pas te déplacer de manière inconsciente, et si tu n'as pas une volonté de te déplacer, et si tu n'es pas en train de te déplacer. Donc, aller, c'est une dynamique consciente et volontaire. Ça va? C'est quoi le contraire d'aller? Alors, les gens ils disent stagner, reculer, faire du surplace. Non, écoutez bien ça. Ça, c'est très précis, c'est très profond et c'est très violent. Écoutez bien. Le contraire d'aller, c'est laisser aller. Oui, oui, oui. Vous me suivez ou non? Ton couple, il a besoin du mouvement. C'est la vie. Qu'est-ce qui tue le couple? Le laisser aller. Maintenant, quelle différence entre le laisser aller et le fait d'aller? Écoute bien, c'est très vicieux. C'est que quand tu te laisses aller, tu as l'impression d'aller. Puisque tu vois que le paysage défile, que les jours passent. Mais toi, tu n'as pas profité de, de l'espace existentiel pour aller. Vous me suivez ou non? Or, le fait d'aller s'appelle le mouvement. Et le mouvement, ça s'appelle aller au contact. Et le contact, c'est l'expérience. Et l'expérience, c'est l'épreuve. Et la résonance de l'expérience, c'est la maturité. C'est pour ça que quand tu te laisses aller, tu ne développes pas la maturité. Voilà, voilà. C'est pour ça que les gens qui disent, bon, pour le shalom, je préfère ne pas parler des sujets qui énervent, du coup, ils ne parlent jamais. Eh oui, oui, oui. Après, ils disent, bon, on ne peut pas aller à la confrontation parce que ça crée des crises, ça crée des nerfs, on va passer un Shabbat pourri, des vacances de naze. Du coup, on n'a rien en commun. Parce qu'on a en commun que ce qu'on a mis en commun. Donc, comme il n'y a rien en commun, il n'y a pas de communion. Comme il n'y a pas de communion, il n'y a pas d'union. Comme il n'y a pas d'union, il n'y a pas de un. Et un, c'est Ava. Eh oui, oui. Parce que quand vous prenez un pot de peinture jaune et un pot de peinture verte, et un pot de peinture bleue, et que vous les mélangez, ça fait quelle couleur? Blé noir. C'est vrai, non? Oui, je répète. Je prends un pot de peinture bleue et un pot de peinture jaune et je les mélange. Ça fait du vert. Oui, non? Non. Ça fait de la classe. Parce que pour que ça fasse du vert, il faut mélanger. Il faut mélanger. Et tu sais quand est-ce que ça devient du vert? Quand le bleu et le jaune ont disparu. Donc tu sais quand est-ce que tu es marié? Quand tu as changé pour l'autre. C'est pour ça que je dis, mais imagine on fait un deal. Moi j'ai 200 litres de peinture bleue, toi tu as 200 litres de peinture jaune. Viens, on fait un business, on fait du vert. On va vendre du vert. C'est bien, c'est la mode, c'est l'écologie, c'est la Palestine, c'est super. Et puis on fait le vert, on mélange bien, c'est un vert, mais vert, genre vert, vert.
Et toi, tu me dis, bon, j'aime plus ta gueule, rends-moi le jaune. Reprends ton bleu. Non, c'est fini. Je sais, l'exemple il est complètement débile, c'est vrai. Mais si, encore une fois, le vert, c'est le fruit du bleu et du jaune mélangés, comment les gens divorcent? Comment ils arrivent à reprendre leur jaune ou leur bleu? Écoute bien, ils ne se mélangent pas. Tu dis non, non, ils se marient, ils font des bébés, le compte en commun, ils dorment dans le même lit. Eh oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est colocataire. Quand est-ce que tu te mélanges? Quand tu changes. Vous me suivez ou non? Moi, je me suis marié avec ma femme, qu'Hachem fasse qu'elle ne soit jamais veuve. Bon, ça fait marrer d'habitude, mais là, bon. Vraiment fatigué. Ça devait être la chaleur. Eh ben, moi, j'étais très, 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 très cartésien. C'est-à-dire, si là, vous avez l'impression que je suis cartésien, je suis vraiment dans un mode fatigué. Là, je dors, là, je parle. J'ai une journée très, très dure. Je parle en dormant. Là je suis... J'ai pas dormi. Normalement, je dors 1 heure avant un cours. Mais si je dors 1 heure, vous, votre cerveau, il va péter. Donc, j'ai pas dormi. Donc, là, je suis vraiment un cerveau lent. Il me connaît, il sait à quelle vitesse je parle d'habitude. Là, je suis fatigué, je parle doucement. Donc, je suis très, très cartésien. Et ma femme, très intuitive. Imagine, on n'a rien à voir. Là, c'est vraiment Mars et Vénus. Ouais. Maintenant, moi, qui suis un champion du monde de la communication, j'ai mis 2 ans pour trouver la bonne longueur d'onde avec ma femme. Évidemment, parce que plus j'appliquais le cartésien, plus je la stressais, plus je la stressais, moins elle parlait. Puis il faut connaître le dosage. Médicaments, c'est 2% de produits actifs, 98% d'excipients. D'accord? Donc la femme, c'est 98% de compliments, 2% de remise en cause. Mais le cartésien, qu'est-ce qu'il fait? 123% de remise en cause, et de temps en temps, 1% de... Ça va, t'es bien? Pourquoi tu pleures? Tu vas faire la gueule, famille de dépressifs. Ouais. Donc, j'ai fait un stage de FMG. Ça, j'ai appris à fermer ma gueule, à laisser exister l'autre. C'est pas simple. Et puis surtout, de ne pas être pressé. Parce que quand tu aimes l'autre, tu essaies de trouver son rythme à l'autre. Mais quand toi, tu ne comprends pas l'autre, parce que tu regardes l'autre à travers un fil qui s'appelle toi, bizarrement, tu ne comprends pas l'autre. Comme les gens qui viennent me dire, mais je ne comprends pas ce qu'il a fait, parce que moi, à sa place, j'aurais pas fait ça. Je dis, j'ai pas compris, tu veux qu'on parle de l'autre ou qu'on parle de toi? Mais les gens, ils sont tellement centrés, C'est comme un gars, tu lui dis, je suis parti en Italie. Moi, je suis parti en Espagne. Mais j'en ai rien à foutre. Ouais, j'ai mal au bras. Moi, j'ai mal au pied. Mais je parle pas de toi, maintenant. C'est bizarre, on dirait que la personne, elle a peur de perdre le monopole de la star de la situation. Vous me suivez ou non? Écoutez-moi bien, hein. Je m'excuse de vous le dire. Je voudrais que ça reste entre nous. Si vous avez faim. Ouais. Le monde, il va continuer à tourner quand on va partir. De Gaulle, il avait dit ça. Il avait dit les cimetières seront remplis de gens indispensables. Comment ça fonctionne si les indispensables sont partis? Il y a d'autres indispensables. C'est comme le fils. Quand est-ce qu'il devient un homme? Le jour où il perd son père. Parce que quand il perd son père, tout le monde se tourne vers lui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il lui dit, attendez, on va demander à papa. Il n'y a pas papa. Et le père, ses repères. Donc quand tu perds tes repères, tu es obligé de te fabriquer tes propres repères. Du coup, tu deviens le père et le repère de celui dont tu es le père. Voilà, ça s'appelle le cycle de l'évolution. Et bien dans la vie, c'est pareil. Le jour où tu comprends que la différence de l'autre n'est pas une source de contrariété, mais une opportunité de complémentarité. Vous me suivez ou là? Donc tu comprends que ce qui dérange chez l'enfant, en vérité, c'est quoi? C'est ce qui vient de toi. Parce que tout ce qu'il a, c'est de toi. Donc si tu dis peut-être que c'est une occasion de réparer ce que je n'ai pas réparé en tant que célibataire, que je n'ai pas travaillé en tant que couple, maintenant je vais le travailler avec lui. Il a la tête en l'air. Mais comme toi. Tu dis oui, mais il n'y a pas que moi. Oui, on était deux. Oui, je sais, on était deux. Ok, c'est ça l'intérêt d'être deux, c'est qu'on peut accuser l'autre. Mais si Dieu veut, tu vas passer en mode maturité, tu vas accepter que dans une situation à 100%, où on est deux, on est responsable à 100% de 50% de la situation.
Alors que les gens, ils se servent des 50% de l'autre pour eux se dédouaner de leurs 50%. Mais ça ne sert à rien, pourquoi? Parce qu'encore une fois, puisque chaque situation, c'est un diapo, et chaque diapo, c'est une occasion de grandir, et chaque occasion de grandir, c'est ce qui va faire apparaître une facette de ton diamant. Donc, plus tu vas te confronter, plus tu vas grandir, et plus ton diamant va être brillant, ouais, et plus tu vas être évolué. Maintenant, plus tu vas être évolué, plus tu vas être mature, plus tu vas être mature, plus ça va être facile. Par contre, quand tu transfères la responsabilité, quand tu transfères la culpabilité, quand tu transfères la réflexion, quand tu n'as pas envie de te prendre la tête, quand ça te saoule, quand tu n'as pas les nerfs, quand tu mets ton orgueil à la place de ta réflexion, quand tu mets ta psychorigidité à la place de la remise en cause, tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas, donc le diamant, il ne se rapproche pas de l'outil. Donc la facette n'apparaît pas. Donc tu n'évolues pas. Donc tu gardes ton âge mental de l'époque où tu étais têtu. Donc tu te retrouves avec une situation qui, elle, a évolué et une personne qui n'a pas évolué. Comment ça s'appelle le stress? Et automatiquement, la réalité, comme elle n'est pas adaptée à la personne que tu es, donc elle est vécue comme une pression. Et qu'est-ce qu'il dit Manchetrit? Une pression au singulier, dépression au pluriel. Donc la dépression est le malaise développé par le cumul des pressions mal vécues. Or, pourquoi une réalité, c'est une pression? Parce qu'elle est vécue par quelqu'un qui n'est pas mature. Vous allez dire, oui, mais il y a aussi des dépressions qui sont dues à la jeunesse. Ok, donc quand tu étais jeune, tu as subi des attouchements, et après, bah, tu as fait 10 ans de thérapie, maintenant on passe à autre chose. Tu avais un père qui est très très dur, ok, et ben tu vois ta sœur, elle s'est battue, elle est devenue ingénieure responsable en développement, et toi, tu l'as vécu comme une source de complexe, et maintenant tu es mal dans ta peau, et tu penses que tu as besoin de te refaire une épilation toutes les 10 minutes. C'est une toque. Vous avez compris comment ça marche? Donc, ce n'est pas l'événement qui crée la personne, c'est le vécu de l'événement. Donc, il n'y a pas le bien et le mal. C'est comme les gens qui me demandent, mais Rav, c'est quoi le bonheur? Je dis, ça n'existe pas. C'est grave. Je dis, non, rassurez-vous, le bonheur non plus. Ah, j'ai envie de mourir. Le malheur non plus. C'est pas vrai. Oui, mais oui, parce que c'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est un rapport de maturité que tu entretiens avec une réalité, qu'elle soit belle ou moche. Vous suivez ou non? Tu as une très belle réalité, tu l'assumes. The bonheur. Tu as une souffrance, tu l'assumes. Ça recrée des liens, ça renforce la personne, ça crée de l'expérience. C'est le bonheur. Parce que bonheur, je ne sais pas comment vous l'écrivez, vous, mais ça s'écrit bonne heure. Bonne heure. L'heure, c'est quoi? C'est le temps. Le temps, c'est la réalité. La bonne heure, de venir à la bonne heure, c'est venir au rendez-vous de la vie. Le rendez-vous de la vie, c'est la maturité. Donc, quand tu es à la bonne heure, donc tu es en maturité par rapport à la situation, quelle qu'elle soit, ça s'appelle du bonheur. Puisque le bonheur, c'est une relation de maturité avec une réalité, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Le malheur, ouais, c'est un rapport d'immaturité avec une réalité, qu'elle soit bonne ou mauvaise. C'est pour ça que tu vois des gens, ils ont tout pour être heureux, ils souffrent, ils font la gueule, ils divorcent. Je dis, mais pourquoi vous? Ouais, mais tu la connais pas. En fait, ils fabriquent ensuite. C'est-à-dire, au départ, ils ont un rapport immature, et après, leur cerveau, il leur sert à légitimer leurs bêtises, leurs souffrances, leurs peurs, leurs complexes. C'est comme Google. Google, vous connaissez Google? Un truc pour les Google, ouais. Donc, vous tapez Torah, il te sort 1000 pages de Torah. Vous tapez porno, il te sort autre chose, qui est ni pour nous, ni pour vous. Donc, le cerveau, c'est un moteur de recherche. Si tu viens avec un moral fort, tu dis, cerveau, cherche-moi des arguments, il te donne des arguments. Si toi, tu viens avec un moral faible, tu dis, cerveau, cherche-moi des arguments, il va légitimer ta dépression. Donc, la vraie question, c'est, et ça, je viens de découvrir ça il y a ces derniers mois, donc c'est le fruit quand même de 35 ans d'enseignement, je vous conseille de l'utiliser. Les 2 pastilles test que vous pouvez utiliser en 1 seconde, quel que soit votre niveau de religion, écoutez bien, quand vous êtes dans une situation, mais en présent, parce qu'on est très intelligent après, ouais, ça s'appelle les remords, et très intelligent avant, ça s'appelle la prise de tête. Non, ce qu'il faut, c'est être bon en temps réel. Ouais.
Eh bien, les deux tests qui vous permettent de savoir, c'est la maturité et la bonne volonté. Vous me suivez ou non? Tu te prends la tête avec ton conjoint. Tu dis, attends là, est-ce que je suis en maturité là? Quand je mens, quand je fais la gueule, quand je me barre dans ma chambre, quand je fais un coup de gueule, quand je jette les salades, c'est de la maturité ça? Non, t'es un connard, d'accord. Quand t'es dans la mauvaise volonté, oui, je vais faire du mal, je vais faire truquer. Ah, mon mari est comme ça, je vais être pire. Il me parle de sa mère, je parle de son frère. Là t'es dans la mauvaise volonté. Quand t'es dans la mauvaise volonté ou dans l'immaturité, pourquoi? Parce qu'il n'y a que deux solutions. Ou tu es un serviteur de Dieu, ou un serviteur du Yetzirah. Bon, nous on dit ou tu es mature ou immature. C'est mieux ou non? Maintenant, le Satan, c'est celui qui apparaît quand toi tu es absent. Parce que le vide n'existe pas. Voilà, vous avez cette bouteille. Je ne peux pas le faire avec ça, il n'y a pas de bouchon. Mais vous avez cette bouteille. Vous la voyez? Si vous ne la voyez pas, achetez un chien. Ok. Donc vous la voyez. Ouais. Un chien aveugle. C'est très rare que j'explique les blagues. Bon. Donc je répète. Vous avez cette bouteille. D'accord? Ok. Imaginons qu'elle est pleine. Elle est pleine. C'est marqué dessus 1 litre. Combien elle contient? 1 litre. Bléna. Un niveau d'étude élevé. Si j'ouvre la bouteille et je la vide dans une bassine, combien il y a d'eau dans la bassine? 1 litre. Attention, question vicieuse. Combien il manque dans la bouteille? 1 litre. Question, 1 million d'euros. Quand j'ai enlevé l'eau, l'air est rentré dedans. Qui c'est qui a mis l'air? Alors les religieux, ils vont dire, bah, c'est Dieu. J'aurais l'accès à faire, il remplit des bouteilles d'air. Les scientifiques, ils vont dire que bah, c'est un effet mécanique. Dès que vous enlevez l'eau, la nature n'aime pas le vide, il y a de l'air. Ça va? Oui, non? Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Oui. Les gens qui sont ni scientifiques ni religieux, ils vont dire, bah, c'est rien. C'est pas Dieu, c'est pas la science, c'est rien. C'est pas la nature. Oh, c'est rien, ça s'appelle l'air de rien. L'air de rien. Ouais. Moi, je vais vous dire, ne prenez pas mal, je vous aime tous, vous avez sacrifié une soirée télé pour moi, enfin pour mon enseignement. Je vais vous expliquer. Celui qui a mis l'air, c'est celui qui a enlevé l'eau. Ça va? Vous me dites si ça va trop vite. Vous allez dire, bon, c'était pas la peine de venir des territoires du 93. Non, je ne suis pas venu vous dire que celui qui a enlevé l'eau, il a fait rentrer l'air. Franchement, j'ai arrêté de parler au premier degré à 9 ans et demi. Donc à 62 ans, je ne vais pas vous dire une lourdeur pareille. Moi, je parle au minimum 4e degré. D'accord? Donc l'idée, c'est quoi? C'est que celui qui a enlevé la confiance, c'est lui qui a fait rentrer les soupçons. Celui qui a enlevé l'amour, c'est lui qui a enlevé la haine. Celui qui a arrêté de draguer sa femme, c'est lui qui a fait rentrer la routine. Ouais. Celui qui a arrêté la joie, c'est lui qui a fait rentrer la tristesse. Celui qui s'est pas investi pour améliorer son travail, c'est lui qui l'a rendu nul. Celui qui n'est pas enthousiaste de faire plaisir aux clients, c'est lui qui repousse les clients. Vous avez compris comment ça marche? C'est-à-dire que l'air, il est rentré parce qu'il y a un mec qui a enlevé l'eau. Donc, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu dois regarder ce que tu fais, ce que tu engendres. Ce que tu fais, ce que tu engendres. Donc, si tu veux, genre, éduquer l'enfant, mais à cause de ça, il est castré mentalement, peut-être qu'il vaudrait mieux pas que tu t'occupes de l'éducation. T'es un mec dangereux. Tu dis, oui, mais c'est pour son bien. Ouais, les goïms, ils ont une phrase pour ça. Ils ont une belle phrase. Ils disent, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, si tes bonnes intentions, elles ne sont pas imprégnées de bonne volonté et de maturité, ça s'appelle des mauvaises intentions qui sont développées par une personne dont les bonnes intentions ne sont pas entre ses mains puisque c'est l'Yetzirah qui maîtrise. Alors encore une fois, nous on l'appelle Yetzirah, toi tu l'appelles névrose, tu l'appelles angoisse,
toi tu l'appelles peur, toi tu l'appelles stress, toi tu l'appelles non-existence, ça s'appelle immaturité. On s'en fout des mots, ça y est, il faut grandir, ça suffit. Les gens, ils veulent des définitions. Mais c'est des actions qu'il faut. Alors c'est vrai que que si tu marques pas la destination sur le GPS, tu peux pas partir. GPS, il t'emmène où tu veux, mais il faut marquer la destination. Vous suivez ou non? Donc la Torah, c'est un GPS, la vie, c'est un GPS, le cerveau, c'est un GPS. Donc qu'est-ce que tu veux? Tu dis, ben, je veux de l'amour. Marque amour. Si je veux faire la gueule, marque la gueule. Je veux du mensonge, marque mensonge. Après tu dis, oui, mais on est arrivé au mensonge. Eh ben relis ce qui a marqué sur le GPS. Mais c'est pas possible. Mais regarde, il y a marqué mensonge. C'est pas moi qui l'ai écrit. Ah ben c'est quand même ton GPS. Alors chez les Chachamim, ça s'appelle Bederech Sherotse Lelechet Ba Molichinoto. Dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. C'est qu'en vérité, un homme, qu'est-ce qu'il développe? Une volonté. Cette volonté, c'est comme la lumière. Maintenant, cette lumière, elle traverse un diapo. Le diapo, c'est le projet. Comment tu projettes ton couple? Comment tu projettes l'enfant? Comment tu projettes ton foyer? Comment tu projettes ton business? Tu projettes un business cachère. Tu mets la lumière, la volonté. Ce qui arrive sur l'écran, c'est ce qu'il y a sur le diapo. Ne me dis pas que sur le diapo, il y a un cow-boy et sur l'écran, il y a un Indien. C'est pas possible. Parce que la lumière projette ce qu'il y a sur le diapo. Donc quand tu dis, mais j'ai une vie qui est pas claire, mais t'es flou, toi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu dis, moi, je sais pas ce que je veux. Bah, regarde ta vie, elle est complètement brouillée. Maintenant, toi, t'es clair. T'es clair dans ta tête. Bah, si le diapo, il est net, l'image, elle est nette. Après, tu dis, oui, mais peut-être qu'en tournant l'objectif, on va pouvoir rendre l'image nette. Écoute, si la photo est floue, en réglant l'objectif, elle ne sera pas nette. L'image sera nettement floue. Vous me suivez ou non? Donc, ou tu es cohérent, ou tu es incohérent. Maintenant, cohérent, c'est net, incohérent, c'est flou. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les gens incohérents? Écoutez bien, c'est un peu vicieux. Ils tournent l'objectif dans l'espoir de devenir cohérent. Mais comme ils ne veulent pas remettre en cause leurs incohérences, ils deviennent cohérents avec leurs incohérences. C'est que le mec, il t'explique que son adultère, c'est une mitzvah. Cette femme était malheureuse, elle était mal dans sa peau, elle n'était pas épanouie au niveau intime. Maintenant, elle est heureuse. Je dis, alors donc, tu as fait une mitzvah quelque part. Je dis, mais elle est mariée. Elle a 6 enfants. Son mari, il est rave. Parce que lui, il ne fait pas des avérotes à 2 balles, genre avec la caissière de chez Lidl. Il fait les avérotes, la merdrine, ça veut dire Rothenberg ou la Rav Katz. Tu dis, mais t'es un malade. Mais je comprends pas, il y a 1 million de folles dans le monde. Tu as été chercher la femme mariée. Bon, elle est un peu fragile en ce moment. Elle s'est pas très bien remise du 6e accouchement. Et toi, tu as profité de cette faiblesse pour mettre en relief les défauts de son mari et pour pouvoir l'accueillir, toi. Genre, monsieur The Bonheur. En fait, t'es un salopard. Non, non. Mon psy m'a dit que c'est le syndrome de Don Juan. J'ai besoin de conquérir, j'ai besoin de me prouver à moi-même que je suis encore sur le marché. On revient au début du cours, tu es un animal. Donc je pose la question. Où il est le gars raisonnable? Où il est l'adulte? Où il est le Yireh Shamayim? Parce que c'est ça, Yireh Shamayim. C'est ça la crainte du ciel. La crainte du ciel, c'est, vous voyez ça, à quoi ça sert? Les coups de soleil? Non. Les cheveux, ils partent quand même. Ouais. Non. La kippa, c'est pour avoir une conscience au-dessus de ta conscience. C'est pour avoir une intelligence au-dessus de ton intelligence. Moi, je vous dis, j'avais pas besoin, au niveau psycho, au niveau philosophie, au niveau intelligence. À 18 ans, j'étais bien, j'étais chargé à bloc. Mais j'ai compris que la vie, c'était une bulle. Tu tournes en rond. Donc, j'ai cherché plus loin. Je suis tombé sur la religion. Bon, j'ai de la chance, c'était la mienne. Ça aurait été plus compliqué parce qu'il aurait fallu faire une croix sur autre chose. En plus, la croix, elle était déjà... Bon, c'est compliqué, ouais. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que
Quand tu cherches la vérité, tu la trouves. Quand tu cherches l'amour, tu le trouves. Quand tu cherches la paix, tu trouves. Quand tu cherches la petite bête, tu trouves. Quand tu cherches les problèmes, tu trouves. D'ailleurs, on dit tu l'as bien cherché. Donc le problème, il est dans quelle dynamique tu es. Maintenant, la Torah, elle te dit, écoute-moi bien. Sois dans une dynamique positive. Sois dans une dynamique constructive. Comment ça s'appelle en hébreu? Bacharta bachaim, choisis la vie. Maintenant, natati lefanecha et achaim vetamavet. J'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis faire la gueule et sourire. J'ai mis travailler honnêtement, travailler malhonnêtement. J'ai mis ta femme et j'ai mis la voisine. J'ai mis la Torah et j'ai mis la philo. Ouais, j'ai mis Netflix et j'ai mis la puissance intellectuelle. J'ai tout mis. J'ai tout mis. Mais la Torah dit tu choisiras la vie. Vous comprenez ou non? Donc, et ça, c'est quoi? C'est un positionnement continuel de maturité et de bonne volonté. Maintenant, je vous donne le secret. Si moi, de toute façon, il y aura du bien et du mal devant moi. Même quand vous êtes marié, on vous a dit que vous êtes marié pour le meilleur et pour sa mère. D'accord? Mais en moi, on a dit, j'ai l'adulte et l'enfant. D'accord? J'ai les tsars, j'ai les tseratov. J'ai le gamin et j'ai le cohérent et l'incohérent. Si moi, je n'ai pas construit l'adulte en moi, automatiquement, on va dire statistiquement, ouais, le mal, il va m'attirer plus que le bien. C'est comme les enfants, je ne sais pas pourquoi il est toujours attiré par les voyous, par les glandeurs, par celui qui fout le balagan dans la classe. Au lieu de s'accrocher avec le travailleur, le sérieux, le hanin, le tzaddik, il va chez le voyou. Bah oui, parce que la nature, elle est que tout le monde préfère un paquet de Candy Planet à un tagine. Parce que le tagine, il faut 6 heures pour l'obtenir, alors que Candy Planet, il suffit de l'ouvrir. Donc la masturbation, elle sera plus attirante que la séduction, parce que ça va prendre des mois pour arriver à tes fins. On va toujours vers le plus facile. C'est plus facile de descendre que de monter. Donc si quelqu'un n'a pas fabriqué le moi adulte qui va lui permettre, écoutez bien ce que je vous dis, de sublimer le pluriel. Parce que c'est ça la force. Vous comprenez ou non? Parce que les gens ils disent oui, mais il y a du bon choix et du mauvais choix. Oui, mais il y a des défauts. Oui, mais c'est difficile. Oui, mais il y a des souffrances. Oui, mais il y a des peurs. Mais il y a bref, c'est justement ça le challenge. Le challenge, c'est qu'il y a quelque chose qui te plaît, il y a quelque chose qui te dérange, et toi, tu vas aimer la personne au-delà du pluriel. Vous me suivez ou non? Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés dans la vie, et tu vas être heureux au-delà de la difficulté. Ouais. Dieu, il va t'envoyer des visages magnifiques et il va t'envoyer des visages très durs. Ouais. Et tu vas l'aimer au-delà. C'est ça, Ve'afta et Hashem Elokecha bechol meodecha. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Bechol meodecha, bechol mida ou mida. Oui, Hashem, il va t'envoyer le bonheur et il va t'envoyer le malheur. Et c'est le même Dieu. Il va t'envoyer l'hypercachère. Tu dis, mais c'est horrible. Et tu envoies tous les jours où il n'y a pas d'hypercachère. Moi, j'adore quand les gens viennent me dire, oui, Rav Chetrit, oui, il était Dieu le jour de l'hypercachère. Je te rappelle qu'ils sont très nombreux. Je te rappelle qu'ils sont très nerveux. Je te rappelle que les couteaux sont en vente libre. Ouais. Et qu'ils sont assez nombreux pour qu'il se passe un événement par jour. Donc, Baruch Hashem, lo alenu sim silenu tout. Tous les jours où il ne se passe rien. C'est un miracle. Vous me suivez ou non? Regardez un enfant. Il court, il saute. Il joue à D'Artagnan avec son frère, avec les aiguilles à tricoter. Il va avaler la lessive. Il pousse son frère dans l'escalier. Il descend l'escalier en vélo. Et la tête, elle passe juste à côté du radiateur. Le couteau, il lui passe comme ça. Il mange la pastèque avec le couteau. Et son frère, il lui tape sur la tête. Mais tu te rends compte combien de miracles par jour? Mais ça, si c'est pas la main d'Hachem, ça. C'est marqué Shomer Petaim Hachem. Toi, c'est pareil. Tu sais combien il y a d'adultères? Tu sais combien il y a de fous? Tu sais combien il y a de folles? Tu sais combien il y a de sites pornographiques? Tu sais combien il y a de chala dans le monde? Tu sais combien il y a d'incitations? Tu sais combien il y a de névroses? Tu sais combien il y a de malades? Tu sais combien il y a de touma? Tu sais rien qui se passe chez tes voisins, que toutes les nuits, c'est la partouze à truc. Mais la touma, elle traverse les murs. Donc si tu as un couple aujourd'hui pur, équilibré, Hanin, avec la Shekhinah, mais tu es un miraculé de la société. Je vous le dis, aujourd'hui, celui qui a une vie normale, c'est un miraculé. Je vous dis, dans 5 ans, celui qui n'est pas homo, on va le traiter de bizarre. Aujourd'hui, déjà, tu es homophobe quand on parle. Alors imagine quand tu ne l'es pas.
Alors, il y a 30 ans, c'était dégueulasse. D'un seul coup, c'est devenu une mitzvah. En Israël, avant, il y avait le jour de la Gava. Maintenant, il y a le mois. Ça va être quand l'année? Alors, encore une fois, moi, je rien compte. Hein, chacun il choisit ses orifices de pénétration. Mais l'idée, c'est que c'est un niveau de Touma extraordinaire quand même. Moi, les gens me disaient, ah, des braques, il n'y a rien. Mais moi, je passe dans la rue avec mon fils. Il est obligé de voir ces pubs de soutien-gorge. Pourquoi? J'étais dans. Je sais pas, j'étais en Israël. Je suis revenu, regarde le mazal, le bon Dieu, je sais pas ce qu'il avait. Une fille, une américaine s'assoit à côté de moi, avec une jupe short, mais très short. Toutes les cuisses à l'air. Je sais pas quoi faire. Je pouvais pas étudier, je peux pas étudier. Pour faire vite, j'étais au fond de l'avion. À un moment, je lui ai dit, sorry, you have not a dress. Tu sais, moi, mon anglais, il est proche de ton yougoslave. Ouais. Alors, elle me dit, I am sorry, elle me dit, j'ai rien. Mais c'est. Mais encore une fois, elle fait ce qu'elle veut. Moi, je l'aime, c'est une bâtisse Israël. Même si c'est pas une juive, c'est pas grave. Mais quand même, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise pour mériter ça? 4 heures à regarder ton siège. C'est compris ou non? Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que il y aura toujours des occasions de se planter. Il y aura toujours des gens qui vont nous énerver. Il y aura toujours un mauvais jugement hâtif. Il y aura toujours une susceptibilité en attente d'énervement et de vexation. Il y en aura toujours. Mais la puissance, c'est de dépasser ça. Comprenez ou non? Je t'aime plus que ce que tu m'énerves. Je te respecte plus que ce que toi tu te respectes pas. C'est comme au début quand les enfants étaient bébés. Alors des fois il fallait changer la couche. Bon, et c'est pas comme aujourd'hui, les proprettes, les deux des toilettes, il n'y avait rien. Donc Yom Tov, sous le lavabo, avec les mains. Dégueulasse. Alors quand on faisait ça, on faisait un peu la gueule. Alors la grand-mère, elle disait, en arabe, elle nous voyait, elle nous disait, son pipi, je le bois. Le pipi du bébé, je le bois. Si moi je l'aime le bébé, toi t'es dégoûté parce que il est sale. T'as compris ou non? Donc c'est ça qu'il faut arriver. Il faut arriver à aimer plus que ce qui te dérange. C'est pour ça que je vous donne cet exemple et après je vous laisse tranquille parce que je sais que vous avez faim et que ça fait déjà plus qu'1 heure et demie que vous me subissez. Donc il y en a une partie qui doit prier pour que je m'étouffe. Personne n'a dit non, c'est incroyable. Ah ouais, non, donc je vous donne l'idée, après je vous dis, bon, je l'ai dit souvent dans les cours ces jours-ci, mais c'est pas grave. Donc je m'excuse pour les gens qui écoutent, les 169, 80 et 120. Si vous l'avez déjà entendu, c'est pas grave. Moi aussi, j'assiste à tous mes cours. Il faut être capable, quand on est en conflit, quand on est en contrariété avec quelqu'un, il faut être capable de s'excuser quand on a raison. Les gens disent, non, je pense qu'il y a une petite erreur au niveau de l'expression. Vous voulez dire s'excuser quand on a tort. Non, parce que moi, je m'excuse, hein, mais moi je pense que s'excuser quand on a tort, c'est normal. Il y en a qui appellent ça un fait de civilité extraordinaire. Non, 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 moi je pense que de rien dire quand on n'a rien à dire, c'est bien. De s'excuser quand on a tort, c'est normal. D'accord? Mais il y a un level de s'excuser quand on a raison. Je sais ce que vous allez dire, mais Rav, on est en conflit, on n'est pas d'accord sur une notion. Ok, on se prend la tête, ça stresse, le ton il monte. Maintenant, je vais casser la température, je vais éteindre le feu, je vais arrêter l'hémorragie, je vais étouffer l'incendie, je vais dire je m'excuse. Je m'excuse. Mais j'ai raison, mais je m'excuse. Ouais. Vous allez dire, mais pourquoi je vais m'excuser puisque j'ai raison? Écoutez bien, écoutez la réponse. Si tu t'excuses quand tu as raison, ça veut dire que le shalom, la paix, est plus important que la vérité. Et si tu te mets genre Don Quichotte, oui, mais c'est injuste, et puis c'est faux, et puis je sais très bien que c'est faux, alors pourquoi je vais m'excuser? Parce que avoir raison, c'est à court terme. La paix, c'est à long terme. Le projet, c'est le shalom. La réalité du quotidien, c'est la vérité.
Mais dans ce cas-là, on s'en fout de la vérité. Ton fils, quand tu lui as menti, en lui disant qu'il était bon, alors qu'il était nul, et à la fin de l'année, il était vraiment bon. Donc, tu as basé sa réussite sur le faux. Mais je lui ai dit qu'il était bon parce qu'il n'avait aucune confiance en lui. Et moi, je lui ai dit, je suis fier de toi, ne t'occupe pas de tes notes. Et viens, on va bosser. Et du coup, il est devenu bon. Alors quoi? Alors ce mensonge-là, c'était une vérité. Et si je lui avais dit, écoute, t'es nul, mon frère, t'es nul, on va te faire une ablation du cerveau, on va te mettre dans une poubelle pour tirer à l'arrière d'un camion pour ramasser les poubelles. Ça, c'était vrai, ça. Vous comprenez ou non? Voilà. Donc, Razak Obarour. Donc, on a dit que le cours était dédié pour la Refoua Shelema de Eliaou Ben Myriam, qu'Hachem lui envoie une Refoua Shelema a été renversée par un autobus à Yerushalayim. Il est dans un état critique, qu'Hachem le sorte de cette situation pour lui, pour ses parents, pour les enfants qu'il aura, si Dieu veut. Vecheniratson Veloma. Amen. Amen. On demande aussi une Refoua Shelema pour Pinchas Ben Rachel. On demande que le cours soit dédié pour Lilou Nishmat David Ben Yakuta, qui nous a quittés. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Nathan Ben Moshe. La foi pour Lilou Nishmat Nathan Ben Moshe. Amen. Qui encore? Une longue vie à vos belles-mères, bien sûr, pour qui vous priez tous les jours. J'ai vu qu'elles ne sont pas invitées quand même. C'est tout? C'est dommage. Un cours comme ça, c'est dommage. Bonne santé à David Ben Moussa. Voilà, une bonne santé à David Ben Messaouda. Amen.